Alors ce soir, cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même. Bien sûr, j'ai conscience en vous proposant ce titre de nous prendre tous un peu à rebrousse-poil. Nous avons tous, la plupart du temps, bien appris à être très gentils. Alors bien sûr que ce que je vise, ce n'est pas la vraie bonté, la vraie générosité, qui sont des qualités que, comme vous, vraisemblablement, je prise tout particulièrement. Ce que je vise, c'est la gentillesse de façade, celle qui nous fait dire « tout va bien », alors que nous pensons que rien ne va plus. Celle qui nous fait dire « oui, nous viendrons avec plaisir », alors qu'intérieurement on dit « ah non, plus jamais chez eux ». Oui. Cette façade qui nous fait entretenir une langue de bois. Nous sommes malheureux quand nous assistons à l'hypocrisie ou à la langue de bois à l'extérieur, à la télévision, dans les journaux, l'actualité, etc. Ça nous fait profondément souffrir, même ça nous révolte. Et cependant, est-ce que par moment, nous ne sommes pas de ceux qui entretenons le problème, au lieu de faire partie de la solution? Je nous demande donc d'être vigilants par rapport à ça, à voir est-ce que nous ne pourrions pas développer plus de clarté et apprendre à dire les choses. Apprendre à dire les choses. À quel titre est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec des parents, des frères et sœurs, à la campagne, avec des grands-parents juste à côté, dans une grande maison, et d'avoir beaucoup d'amour autour de moi, nombreux cousins, la famille qui se rassemble, tout ça. Tradition chrétienne, donc quand même les vertus de patience, de bienveillance, etc., que j'ai bien apprécié certainement. J'étais cependant sensible au conflit. Qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de tant d'amour, de tendresse, de patience, mais parfois tellement capables de se chamailler, de se disputer, de s'enrouler autour de leur petit ego, quitte à foutre en l'air tout le climat, bouder 2 heures, 2 jours, 2 ans. Et je me disais, on est mal outillé pour parler de soi et pour écouter l'autre. Alors le seul métier qui me venait à l'esprit, parce que j'avais aucune idée de la psychothérapie, encore moins de la non-violence, c'était d'être avocat pour tenter de contribuer à la gestion des conflits. Alors, comme avocat, évidemment, je me suis assez vite rendu compte que quand le conflit arrive devant l'avocat, on est en aval du phénomène. Et si on est en aval du phénomène, c'est que la plupart du temps, il y a eu un malentendu. Et si on observe le malentendu, on constate qu'il est un composé de mal exprimé avec un mal écouté. Quelqu'un n'a pas exactement exprimé ce qu'il ressentait, quel était son besoin et quelle demande il voulait faire à l'autre. Il a exprimé des critiques, des reproches. L'autre, entendant des critiques ou des reproches, n'a pas entendu des demandes ou des besoins. Il s'est protégé par la fuite ou il a répondu par l'agression en retour. Mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Bon. Et je me suis bien rendu compte que je m'échinais à tenter de trouver des solutions juridiques à des enjeux qui avaient la plupart du temps une résonance émotionnelle. Les gens ne se comprennent pas dans leurs émotions. Ce qui m'a donné un coup de pied au derrière pour changer de vie, c'est le fait, comme Guy l'a rappelé, de m'être occupé de jeunes de la rue pendant 10 ans. C'était du bénévolat, mais ça m'a passionné. Je commençais à m'ennuyer assez copieusement dans mon métier qui devenait vraiment alimentaire, et dans mon métier de juriste. Et cette activité avec les jeunes m'a vraiment donné le goût de m'occuper de l'humain. Et en les observant, je commençais à comprendre ce qu'après j'ai pu clarifier par l'approche de la communication qu'on appelle communication non violente. Les jeunes tentent d'exprimer quelque chose. Mais ils n'ont pas les mots pour le dire. Au fond, la violence extériorisée. Je t'agresse, je te taque ton mur, je te balance un pavé dans ta vitrine, je te pique ta caisse, je te plante un couteau dans les épaules pour avoir ton sac à main, ou la violence intériorisée. Je prends des médicaments, je pars dans la drogue ou l'alcool, ou la prostitution, ou les scarifications, les mutilations, etc. Violence extériorisée ou violence intériorisée, il s'agit d'un tragique manque de discernement, conscience et de vocabulaire, pour nommer ce qui se passe en moi, mes sentiments et mes besoins. Je n'ai pas les mots pour dire ma tristesse, ma solitude, mon désarroi, mon impuissance, ma rage. Je n'ai pas les mots pour dire les besoins que ces sentiments renseignent. J'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de compréhension, d'être écouté, puis de pouvoir m'exprimer. J'ai besoin de sens et puis d'amour. Je n'ai pas ce discernement ni ce vocabulaire. La vie bouillonne en moi, il faut que ça sorte par quelque part. La plupart du temps, ça sort par l'extérieur, ça explose ou ça implose, comme nous le verrons. Et en les regardant, je me suis rendu compte que moi, gamin de bonne famille, comme on dit, éducation bourgeoise, tradition chrétienne, à manger tous les jours, de la tendresse autour de moi, eh bien, je n'étais pas plus outillé qu'eux pour dire ce qui se passe en moi. Quand dans une relation amoureuse, ça n'allait pas comme je le voulais, je savais très bien dire les 4 vérités de l'autre, mais pas la vérité de ce qui se passe en moi. Tu ne m'écoutes jamais. Je ne savais pas dire, je me sens un peu triste, j'aurais besoin d'un peu d'écoute, et d'écoute sans jugement et sans conseil. Veux-tu bien m'écouter pendant 10 minutes ? Je ne savais pas parler de moi. On m'avait dit, il ne faut pas parler de soi. Tu me pompes l'air.
je ne savais pas dire, écoute, quand je rentre fatigué, j'ai besoin d'un temps de sas, j'aime être en silence un moment, ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça veut d'abord dire que je me recueille pour pouvoir t'accueillir. Veux-tu bien me laisser une demi-heure seule? Je ne savais pas faire ça. C'était connoté de nombrilisme, faut pas parler de soi. Alors je parlais de l'autre, tu me pour plaire. On est bien piégé. Alors, gamin de la rue ou fils de famille bourgeoise, même difficulté à développer la conscience et le langage de la vie intérieure. Et donc c'est ça qui m'a donné le coup de pied au derrière dont j'avais besoin pour me dire, va un peu travailler sur toi parce que tu es capable d'écouter les gamins. Effectivement, le gamin qui est en dépression, qu'est-ce que je pouvais faire, moi, gentil que j'étais? Je disais, mais viens faire du sport. Ça va t'oxygéner. Tu seras fier de toi. On se sent mieux quand on a couru. Je donnais des bons conseils, de bons garçons, qui fait bien ce qu'il faut. Mais le gamin me fallait bien vite comprendre, j'en ai rien à cirer de ton sport à la con. Va courir si tu veux. Moi, je fume mes pétards. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis bien cassé le nez devant cette incapacité à rejoindre l'autre. Et donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'occuper de la détresse des autres tant que je n'avais pas tenté de comprendre la détresse de moi-même. Je ne pouvais pas essayer de comprendre la tristesse à son comble d'un humain en face de moi tant que je n'avais pas écouté les parties de moi qui étaient profondément tristes et que, bien sûr, gentil que j'étais, je ne voulais pas voir. Tout va bien, n'est-ce pas? On a vu ça tout à l'heure. Même si rien ne va plus à l'intérieur. Et voilà ce qui m'a amené à entrer un peu en thérapie et très vite, en comprenant des mécanismes dans lesquels j'étais enfermé depuis longtemps, je me suis dit, mais c'est incroyable de prendre du champ sur l'inconscient, d'ouvrir la liberté, vraiment. Je voudrais pouvoir partager ça avec d'autres êtres humains dont j'ai bien l'intuition qu'ils sont tout piégés, tout comme moi. Et c'est ce qui m'a donné le goût d'être thérapeute. Et parmi les approches, de rencontrer Guy Corneau, de rencontrer Marshall Rosenberg et l'approche de communication non violente qui m'a permis de clarifier les enjeux dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous proposer d'aller visiter 5 pièges de nos éducations, très répandus. Je ne prétends pas que ce soit les seuls. Je peux simplement vous témoigner que depuis plus de 15 ans que j'accompagne les personnes à travers les cycles et les saisons de la vie, ça me paraît vraiment les pièges les plus récurrents. Et je vais vous proposer pour cela de voir comment ils se sont enclenchés. Vous savez qu'il y a 2 étapes pour sortir d'un piège. On ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. C'est l'étape numéro 1. Constater, je suis pris au piège. Pourquoi ça? Mais parce que la plupart d'entre nous prennent leur fonctionnement comme la seule façon de fonctionner. Leurs habitudes de langage et de pensée comme la seule façon de penser ou d'exprimer. Et ne voient pas que ce qu'ils prennent pour un espace de liberté est au fond un enfer, me ment, dans des habitudes de fonctionnement. Et ça peut se révéler infernal. Tant pour eux, ce qui ne serait pas si grave, mais pour leur entourage, ce qui est quand même pas très citoyen. Alors, première étape pour sortir d'un piège. Prendre conscience qu'on est pris dedans. Mais il y a des gens, et il y en a parmi vous certainement, qui sont conscients d'un certain piège et qui constatent, comme quand on s'est pris les pieds dans une trappe à loup, vous savez, schlac, hein, ça vous arrive, hein, de se dire, ah ben oui, c'est mon éducation, c'est ma famille, c'est mon milieu, c'est la tradition religieuse dans laquelle j'ai grandi, c'est comme ça qu'on a toujours fait, mes parents, mes voisins, tout le monde fait comme ça, je suis pris au piège, mais voilà. Comment est-ce qu'on vit quand on a son être pris au piège? Eh bien, on vit à peu près comme ceci. Pas beaucoup d'aisance dans la relation. Alors, je propose de voir que pour sortir du piège, il y a une 2e étape. Après avoir constaté je suis pris au piège, eh ben, il s'agit d'aller voir comment ça s'est enclenché, ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que je me suis laissé attraper par ce truc et que j'arrive pas à en sortir? Alors, c'est une étape qui n'est pas nécessairement confortable. Il s'agit de se mouiller un peu la chemise, tomber la veste, se mettre les mains dans le cambouis, par où on pousse, sur quoi on tire, et comment est-ce qu'on désenclenche ce truc-là en sorte de retrouver une aisance de circulation. Vous voyez? Dans la relation avec soi, et toutes les parties de soi, même celles qui sont un peu râpeuses, dans la relation avec l'autre, et puis toutes les parties de l'autre, même celles qui sont un peu râpeuses, et puis dans la relation avec la vie, l'univers ou Dieu, vous appellerez cette 3e dimension comme il vous plaira.
Voilà les 3 axes dans lesquels la conscience non violente, de plus en plus je l'appelle comme ça, parce que la communication n'est au fond que le résultat d'une certaine conscience. Et ça ne sert à rien de plaquer un jargon non violent sur une conscience pétrie de mécanismes violents. Donc, dans la conscience non violente, nous aurons l'occasion de développer une relation plus paisible avec nous, avec l'autre et avec la vie. Nous allons donc observer certains pièges en observant leur enclenchement, dans cette conscience que si je comprends un peu mieux l'enclenchement du piège, j'ai un peu plus l'occasion pour d'en sortir. Et donc je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de vous remettre dans les baskets, les jupettes et les sandalettes du petit garçon ou de la petite fille que vous avez été. Nous avons tous été des enfants. Remettez-vous dans cette situation d'enfant, 10, 11, 12 ans, quand on commence un peu à réfléchir, à prendre un peu de recul, à s'interroger. Et si je vous propose de vous mettre dans cette position d'enfant, c'est bien sûr que mon propos n'a pas du tout l'intention d'être une critique des parents. Les parents ont fait la plupart du temps avec tout leur amour, la plupart du temps avec la plus belle des intentions. Et en tout cas toujours avec les moyens qu'ils avaient. Et personnellement, je trouve précieux de respecter chaque génération dans les moyens qu'elle a. Nous avons la chance, nous, d'avoir tellement plus de moyens de compréhension de l'humain que nos parents ou que nos grands-parents. Alors, l'idée est juste de comprendre l'enclenchement du piège et pas de critiquer. Dans cette situation de petit garçon, petite fille, couette, jupette, sandalette, rappelez-vous, vous aurez sans doute entendu des choses comme « Tu serais gentil de ranger ta chambre, s'il te plaît. » Puis tu serais gentil de me donner un coup de main à la maison, s'il te plaît, à la cuisine, s'il te plaît. Et puis tu serais gentil de m'aider un peu à l'atelier, ou au jardin, ou à la ferme. Et puis tu serais gentil de nous ramener des beaux points de l'école. Puis tu serais gentil de mettre ton beau costume ou ta belle robe pour aller chez bonne maman dimanche. Elle aime bien ça. Ça, c'est ce que nous avons entendu avec nos oreilles. Mais ce que nous avons capté et encodé avec notre petit disque dur affectivo-psychologico-sensoriel, l'informatique peut nous aider aujourd'hui à comprendre des mécanismes, et d'un tout autre ordre. Ce que nous avons encodé là, dans notre petit disque dur, et qui risque bien de nous programmer nous-mêmes, croyant exercer notre liberté d'avancer, mais n'étant au fond qu'une sorte de Pinocchio, manipulé par le disque dur de l'inconscient. Ce que nous avons donc encodé là est d'un tout autre ordre. Ce n'est pas « tu serais gentil de », mais « je t'aime si tu ranges ta chambre ». Je t'aime si tu accomplis les tâches ménagères que je te demande de faire. Je t'aime si tu mets le vêtement que j'ai choisi pour toi. Je t'aime si tu performes à l'école et me rassures, moi, ton parent angoissé. Bien sûr, je dis de nouveau pas du tout que c'est ça que les parents disaient. Les parents nous donnaient peut-être la pitchonnette ou le coup de pied au derrière dont nous avions besoin pour avancer un petit peu, avec bienveillance. Par contre, je dis que dans le cœur de beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que nous avons vécu la chose. Nous avons vécu la chose comme si l'amour était conditionnel. S'il ne risquait pas de nous être retiré, si nous n'étions pas conformes à la norme, aux attentes, si nous ne délivrions pas le résultat. Et donc, ça nous a amené à certains conditionnements pour maintenir à tout prix l'amour. Et je vous propose d'aller voir 5 pièges que ça a encodé en nous. Le premier de ces pièges, c'est le piège du faire. Nous avons plus appris à faire qu'à être. Faire de plus en plus, ajouter de plus en plus de choses à faire, avec le risque, bien sûr, que si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, tôt ou tard, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Il n'y a que 24 heures, si tout est compacté. Quand est-ce que je vis? Quand est-ce que je respire? Quand est-ce que j'aime? Quand est-ce que je suis tendre? Quand est-ce que je suis doux, délicat, poète? Quand est-ce que je contemple? Quand est-ce que je nourris mon être de la présence? Il n'y a plus de place. Je fais. Et le piège, c'est que ça finit par faire que j'ai plus le temps d'être avec moi-même, de revisiter mes choix. Les choix que j'ai faits étaient peut-être justes à l'époque, le sont-ils toujours? Requalifier mes priorités. J'ai fait certaines priorités à un certain moment. Sont-elles toujours opportunes?
La priorité de l'instant, c'est de boire un peu d'eau. Donc d'abord, présence à soi, pour vérifier, est-ce qu'en courant de plus en plus vite, le nez de plus en plus dans le guidon, est-ce que j'ai pas complètement perdu la conscience que je suis plus sur mon chemin depuis longtemps? Être. Et puis être avec l'autre, je suis pas tout seul sur cette planète. Nous autres êtres humains, nous sommes des mammifères conviviaux. Être avec l'autre, est-ce que je suis proche? Est-ce que je le propose à s'asseoir? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on vérifie? Ou est-ce qu'on grommelle les choses à faire pour survivre? Pendant les vacances, ou la pension, si on est encore vivant. Et puis être avec ce troisième enjeu, vous l'appellerez comme vous voulez, la vie, l'univers, l'inspiration, le souffle, l'esprit, peu importe le vocabulaire, mais est-ce que j'ouvre parfois mon antenne pour capter autre chose que l'immédiat? La difficulté, vous voyez, c'est que si vous demandez aux gens, mais pourquoi t'en fais tant? La plupart du temps, ils vont dire, mais c'est par générosité, par goût de contribuer, pour prendre soin, bien sûr. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Prendre soin, contribuer, être responsable. Et il y a une part qui est vraie. Mais si on scrute, pourquoi t'en fais tellement? Là, c'est pas forcément agréable d'aller voir. Oui, bien sûr, il y a une partie de moi qui donne dans la joie, qui fait vraiment ça par don d'amour, don de moi. Mais si je scrute un chouïa plus loin, avec un peu de discernement, il s'agit quand même d'accepter qu'à un moment, je ne donne plus par don de moi, mais par peur de perdre. C'est plus un don d'amour, c'est la peur de perdre l'amour de l'autre. Alors j'en fais de plus en plus pour être aimé, pour être reconnu. Et ma vie est une course. Aimez-moi, voyez tout ce que je fais, voyez comme je suis compétent, je cours partout, aimez-moi, donnez-moi l'amour que moi je n'arrive pas à me donner. L'énergie est complètement différente. Quand vous donnez par joie, par contribution, par plaisir de contribuer à la joie de l'autre, au bien-être de l'autre, vous êtes dans un élan régénérateur. Mais quand vous donnez par peur de perdre l'amour de l'autre, là vous êtes dans un mouvement de perte d'énergie. Et c'est tout à fait différent. Les êtres charismatiques, par leur générosité, on peut penser proche de nous, l'abbé Pierre ou les grandes religieuses, donnent dans la joie, parce que c'est vraiment leur élan de vie, mais pas par devoir. Alors, c'est le piège du fer qui fait que nous sommes ainsi tirés hors de nous pour essayer d'acheter quelque chose, et ça n'est plus juste. En accompagnant les jeunes, je me suis rendu compte de cette difficulté. Bien des jeunes ados, entre 15 et 18 ans, que j'ai reçus en début, quand j'avais mon cabinet, venaient avec ce questionnement. Ils arrivent. Je viens vous voir parce que j'arrive pas à parler. Je viens vous voir parce que j'arrive pas à parler à mon père. Alors je viens vous parler parce que mon père, il est gentil. Mais dès que je lui parle, dès qu'il y a un problème, papa, il s'assoit sur le coin du canapé parce qu'il est pressé, il veut bien m'écouter, il est gentil, mais j'ai à peine commencé à tenter de lui expliquer, c'est pas facile, ce qui va pas, que tout de suite il se lève, il prend des décisions, et c'est pas ce que je lui demande. Moi, je lui demande de m'écouter, d'être là, mais papa, il sait pas. Alors moi, j'espère que si je vous paye, vous allez rester là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur du papa qui est là en face? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du papa? Le papa, il est gentil. Mais gentil alors? Le papa, il constate, il y a un problème, je résous. Tac, tac, action-réaction. Faut résoudre tout de suite. Avec la plus belle des intentions et le plus malheureux des résultats. Le papa, il n'a pas appris le discernement, ni le langage de la vie intérieure. Le papa, quand ça va pas, il bourre dedans, il va de plus en plus vite. Alors que ça donne quelque chose comme ça. Ah bon, t'es dans la rue? Moi, je pensais que t'allais à l'école tous les matins. Tu es dans la rue, ah d'accord. Et tu fumes des joints? Dis donc, déjà le tabac, ça m'arrangeait pas trop, mais des joints, franchement. Et pour payer tes joints, tu piques dans les supermarchés. Mais attends, t'es en dépression, mon vieux. Attends, j'ai un ami médecin, m'a donné un peu de Prozac, ça va aller beaucoup mieux. Papa, il résout. C'est insoutenable ce qui se passe là. Faut tout de suite résoudre. On ne peut pas cohabiter avec la souffrance ou avec le doute. Non. C'est inhumain. Il faut résoudre. Pauvre garçon. C'est pour son bien. Hein? Papa, il est piégé par la gentillesse. Il fait. Il ne sait pas bien être, papa.
Son propre doute lui fait peur. Sa propre souffrance lui fait peur. Ses propres moments d'hésitation. Les moments où il aurait fallu requalifier les priorités. Il ne les a pas pris. Les moments où il s'est mis à pédaler de plus en plus vite sur son petit vélo pour ne pas voir qu'il était loin sur son chemin. Il n'a pas profité pour dire stop, 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 je me trompe. Non, il a foncé pour s'égarer de plus en plus. Alors, il ne sait pas écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le papa, ou la maman, bien sûr, puisse écouter le gamin? Il faudrait que le papa puisse avoir plus ou moins ce genre de discernement-ci. Ah bon, t'es dans la rue. Tu veux dire que tu te sens plus motivé par l'école? Ça n'a plus de sens pour toi là maintenant? Tu vois pas en quoi ça va te rendre plus heureux, plus responsable, plus généreux? Et puis tu prends des joints parce que tu trouves que ta vie est un peu plate. Et tu aimerais sentir qu'elle est plus intense et plus riche, c'est ça? Plus riche, plus intense. Écoute, je suis très touché que tu m'en parles. Parce que tu penses que je partage le même besoin que la vie soit riche et intense. Et en même temps, j'ai accepté que dans la vie, les moments de doute, les moments de platitude, c'est pas forcément des accidents. C'est peut-être un ingrédient, tu vois. Avant, quand un moment de doute arrivait dans ma vie, eh bien, je pédalais de plus en plus vite pour ne pas le voir. J'avais trop peur d'entrer en moi. Maintenant, j'ai appris que s'il y a du doute, c'est que peut-être je suis plus tout à fait sur mon chemin et qu'il est temps de réaligner. Avant, quand j'avais peur, je voulais pas le voir, je me blindais, je n'ai pas peur, tout va bien. Mais maintenant, si j'ai peur, c'est que peut-être j'ai pas vu quelque chose, que j'ai pas bien compris quelque chose, que je vais trop vite ou trop lentement, donc je m'écoute aussi pour m'aligner. Alors, ce que je voudrais te partager, c'est que ce n'est pas parce que je m'écoute là que dans les 5 minutes, il y a un éclairage. Pas forcément même dans l'heure. Mais ce dont je peux te témoigner, simplement, tu en feras ce que tu voudras, c'est qu'il est rare que si je m'écoute 3, 4, 5 jours de fil dans mon doute ou dans ma peur ou dans mon angoisse, quand il y a une angoisse qui apparaît, ça arrive aussi sur un chemin de vie, il est rare que je n'ai pas une émergence, si je fais de la place. Par contre, si je blinde la peur, le doute, l'angoisse, je ne veux pas voir, alors là, ça se maintient. Et ça dure. Donc, moi, je te propose qu'on en parle, à l'aise. On va aller voir. Ils sont où? Les papas ou les mamans qui ont appris ce langage de la vie intérieure pour tenter de rejoindre là où il est, sans essayer de l'amener là où je voudrais qu'il soit. Moi, j'étais piégé par cette réflexe de bon garçon avec les gamins de la rue. Je vous mimais là tout à l'heure. Viens faire du sport. Je voulais que l'autre vienne là où moi je crois que c'est juste. Faire du sport, c'est bien. C'est bon pour la santé. Voilà. Et puis quand on s'est défoulé, on a moins d'énergie pour casser la gueule de son voisin. Voilà. Raisonnement de base. J'avais aucun moyen pour rejoindre l'autre là où il est. Après, j'ai développé la capacité de rejoindre. Donc, t'es complètement en dépression. Ouais, fais chier ta marche. Donc tu vois pas à quoi ça peut te rendre plus heureux. Ben non, j'en ai rien à cirer, ça me fout des cloches aux pieds. Donc tu préfères rester tranquillement assis là? Ouais. Est-ce que tu veux dire que tu as besoin de rester un peu en pensée avec toi-même, en présence à toi-même là, toute la journée? Bah oui, je suis finalement mieux comme ça. Et tu veux dire que tu aimes bien de rester un peu seul avec toi, ça te permet de mieux te connaître ou de mieux te comprendre? Bah oui. Est-ce que tu veux dire que pour le moment, tu n'as aucun autre projet? Tu préfères en rester juste là? Ben oui. Mais en même temps, ça me fait du bien de te parler à toi. Ah oui, tu veux dire quoi? Ben, je veux dire que tu as cessé de m'emmener faire des trucs que je ne veux pas faire et tu es avec moi. Et moi, j'ai juste besoin qu'on soit avec moi. Ah, donc tu aimerais bien que je reste un peu avec toi, que je sois présent? Ben oui. Ah. Et là, en ayant fait ce cheminement de tenter de voir où il est, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui est vivant. Même ce qui est vivant, c'est que je ne veux plus vivre. C'est quand même du vivant. La personne qui dit je ne veux plus vivre, c'est ça qui est vivant en elle. Alors on rejoint l'endroit qui est vivant. Tu ne veux plus vivre, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ben oui. Ah ben, je te manifeste ma présence. Et la chose dont nous avons le plus besoin, c'est de présence. Et donc quand la présence est là, l'autre dit, ben, c'est quand même sympa. Tu m'écoutes alors même que je te dis que j'ai plus rien à foutre de la vie et que je vais me flinguer dans 1 heure, tu m'écoutes et tu es présent. Alors je vais avec toi. Peut-être pas pour faire du sport, mais pour m'asseoir, on va aller prendre un café. C'est un mouvement. Je vais là où l'autre est. Alors il veut bien venir. Peut-être pas exactement là où je suis, mais on se rapproche. On est loin du faire. On est dans l'être. Et ça ne s'apprend pas dans les programmes scolaires, où les enfants sont envoyés très vite dans la petite roulette du hamster qui tourne, de choses à faire en choses à faire. Voilà le premier piège. En étant gentils, nous sommes habités d'une belle intention, mais qui nous fait accumuler les choses à faire
dans l'illusion que ça va apporter du bien-être aux autres, et je ne dis pas qu'une partie des choses à faire n'apporte pas du bien-être, bien sûr, mais il y a un piège, c'est qu'à un moment, c'est nous-mêmes qui tentons de nous valoriser, d'être reconnus, d'être en appartenance, d'être le bon copain qui donne le bon conseil, alors qu'au fond, ce dont la personne aurait surtout besoin, c'est d'écoute. Dans les formations que j'anime depuis 15 ans, je reste émerveillé, les autres formateurs, je pense aussi, du pouvoir de l'écoute. Combien le simple fait de prodiguer une écoute non jugeante, bienveillante, à l'autre, fait qu'il trouve toutes ses solutions en lui. Il n'y a aucun conseil à lui donner. D'ailleurs, les personnes parmi vous qui auraient été en thérapie, vous l'aurez vérifié, il n'y a pas un thérapeute qui vous donnera des conseils, ce n'est pas son boulot. Le thérapeute va juste créer un cadre d'écoute sécurisant où vous allez commencer à entrer dans un discernement intérieur pour aller voir qu'est-ce qu'il y a au creux de cet être humain-là que je suis. Parce qu'il y a un climat d'écoute, non jugeante, sans conseil, sans attente. Vous ne devez correspondre à rien. Vous devez juste être vous-même. Et là, enfin, vous entrez en vous. Alors pourquoi payer si cher alors qu'on peut le faire gratos à la maison? Deuxième piège que je vous propose d'aller voir. Résultant de ce conditionnement, je t'aime si. En tout cas, cette impression que l'amour était conditionnel et pourrait nous être retiré si nous n'étions pas compétents. C'est la difficulté à mettre l'estime de nous en nous. La plupart du temps, nous aurons mis l'estime de nous dans le regard de l'autre. Si l'autre est content, tout va bien. Mais si l'autre est fâché, rien ne va plus. Et ça nous rend extrêmement dépendants, vulnérables. Nous pensons avoir la maîtrise de notre vie, mais nous sommes complètement sous la coupe du regard de l'autre. Alors, l'estime de soi, ça n'est pas nécessairement confortable de constater qu'on en manque. Je peux vous dire que dans mon propre cheminement, quand j'ai réalisé qu'au fond, mon comportement me renseignait que je mettais 50% de mon énergie à tenter de plaire et 50 autres % de l'énergie à tenter de déplaire, si vous faites bien le compte, qu'est-ce qui reste pour vivre? Rien. Qu'est-ce qui reste pour être soi-même, pour goûter son propre élan de vie, pour faire les choses parce qu'on les sent justes et qu'on est axé dans sa générosité et qu'on la laisse se déployer? Il ne reste rien. Si je suis tout le temps en train d'essayer de plaire et d'éviter de déplaire, je suis en suradaptation. Je suis un personnage, je suis un Pinocchio. Travailler l'estime de soi, ce n'est pas nécessairement confortable. Cependant, ça grandit, comme n'importe quelle plante. Ça se jardine. Et si on en prend soin, ça ne peut pas ne pas pousser. Alors, je nous invite à être vigilants par rapport à ça, parce que ça se retrouve dans toutes sortes d'enjeux de la relation avec l'autre. Lorsque nous manquons d'estime de nous, nous avons du mal à tolérer les désaccords, par exemple. Et donc les conflits, par exemple. Et je vous propose un petit exercice amusant à faire à la maison. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une relation que vous aimez avec quelqu'un qui est proche, ça marche mieux quand c'est un proche qu'un collègue de travail, hein. C'est un peu plus chaud. Un conjoint, un enfant, un parent, un ami, enfin un être cher. Et la prochaine fois que cet être cher développera sur un sujet qui vous tient fort à cœur, sur lequel vous avez planché, vous avez vos idées, des idées très différentes des vôtres, eh bien vérifiez si vous êtes capable de les entendre tranquillement. Vérifiez si vous êtes capable, la prochaine fois, d'avoir à peu près cette attitude-ci. Quand l'autre s'assoit dans sa chaise et développe sur ce sujet, est-ce que vous pouvez vous rasseoir dans la vôtre tranquillement en vous disant, tiens, cet ami, ce frère, ce conjoint, ce fils, qui développe sur ce sujet des idées tellement différentes de les miennes, comme c'est intéressant. Nous avons par ailleurs tant de points communs, mais là, franchement, nous divergeons, mais complètement. Que c'est riche. Et combien c'est l'occasion de laisser tomber des petites couches d'ego encombrants, ça rafraîchit quand même, hein. Et puis je sais que le temps que je consacre à l'écouter là maintenant, lui ou elle le consacrera à m'écouter tout à l'heure, nous allons grandir en nous rencontrant. Eh bien, la prochaine fois que ça vous arrive, d'avoir ce proche qui développe en face de vous des idées très différentes que les vôtres sur un sujet qui vous tient fort à cœur, vérifiez si vous êtes capable de résister plus de 30 secondes sans dire « oui, mais, attends, parce que moi, je... » Et 30 secondes, c'est beaucoup. C'est presque intolérable. 30 vraies secondes, montre en main, pour tolérer le désaccord. Qu'est-ce qui est en jeu ?
Qu'est-ce qui fait que nous serons les premiers à prôner de belles idées, de s'accueillir dans la différence? Et c'est la différence qui fait la richesse dans la complémentarité, patati patata. Et puis quand ça se passe dans le canapé familial, c'est l'empoignade. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que nous sommes pris dans une vieille confusion qui génère beaucoup de tragédies dans nos civilisations. Nous confondons désaccord et désamour. Et ce n'est pas la même chose. Nous avons du mal à pouvoir simplement entendre l'autre être autre et pouvoir lui dire « Tiens, c'est surprenant parce qu'on a tellement de points communs par ailleurs. » Et là, franchement, je réalise que nos positions sont bien différentes. Et en tout cas, ce que je constate, c'est qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Ça nous fait quand même un point commun, notez. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord et on s'aime quand même. Est-ce que l'amour serait conditionnel? Je t'aime si tu es d'accord avec moi. Est-ce que je ne reproduirais pas le vieux schéma? Je t'aime si tu es gentil, sage, poli, que tu ramènes des beaux points de l'école. Si tu es en colère, triste, mal habillé et que tu ramènes des mauvais points, je ne veux pas te voir. À l'époque, de nouveau, les parents n'avaient pas le discernement pour clarifier ce qui se passait en eux. Qu'est-ce que nous aurions, gamins, aimé entendre? Et je t'aime profondément, et tu es mon enfant chéri. Et je t'aimerai toute ma vie parce que c'est sacré pour moi. Et je suis en colère par rapport à ce que tu as fait ou dit. Et je veux que tu l'entendes. Ce discernement. Nous aurions aimé entendre ça. Parce qu'une fois que la sécurité affective était assurée, on pouvait entendre la réprimande ou éventuellement même la sanction qui est à distinguer de la punition, bien sûr. Et à l'entendre avec bon sens, et peut-être même l'exécuter de bonne grâce, parce que l'insécurité affective n'était pas là. Il n'y avait pas de question que l'amour soit mis en cause. Mais la plupart du temps, nos parents, avec, disons, moins de discernement, mélangeaient tout. Je ne t'aime pas quand tu es comme ça, hors de ma vue. Tu reviendras quand tu correspondras à mes attentes. Alors, vous voyez, ça a généré beaucoup d'insécurité dans nos cœurs et donc beaucoup de difficultés à tolérer le désaccord parce que nous y voyons du désamour, même s'il n'y en a pas. C'est la difficulté donc à mettre l'estime de soi en soi. Deuxième des pièges de l'éducation à la gentillesse. Troisième des pièges de l'éducation à la gentillesse, toujours au sens où je l'entends, et pour autant que vous y retrouviez, il y a bien des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce scénario et peut-être est-ce heureux. Le troisième des pièges, c'est la difficulté à bien vivre la différence. Et à ne pas voir la différence comme menaçante. La plupart du temps, de nouveau, malgré nos bonnes intentions, la différence est riche et c'est très bien, tatati tata, eh bien, nous avons au fond du mal à ne pas la voir comme menaçante, parce que nous avons peur que l'autre ne nous aime pas, nous avons peur de ne pas être aimé, comme je l'ai illustré dans ce petit jeu ici. Et d'où ça vient, ça? Alors même qu'il y a de bonnes idées. Ben, je vous propose de vous remettre de nouveau un instant dans votre enfance. Souvent, les choses s'expliquent comme ça, ce n'est pas la seule explication, bien sûr. Mais comment avez-vous vécu votre propre expérience de votre propre différence? A-ce été une expérience joyeuse ou une expérience inquiétante? Je veux dire par là, cette joie de vivre qui vous animait comme petit gamin, petite gamine, et qui faisait la joie de vos grands-parents quand vous alliez déjeuner chez eux le dimanche. Vous couriez partout, sautiez sur les coussins, faisiez des jeux dans toute la pièce, chantiez, dansez, ça enchantait vos grands-parents, parce que vous ne restiez d'ailleurs qu'une après-midi, mais bon. Qu'en est-il arrivé quand vous êtes arrivé en maternelle, en classe maternelle? Est-ce que l'institutrice vous a dit « Mais quelle joie de vivre et quelle créativité, quelle inventivité! Tu es vraiment un moment de joie pour toute la classe. Tu vas nous encourager tous. » C'est ça que vous avez entendu? La plupart du temps, avec les meilleures des intentions, l'intégration, l'appartenance, le respect du groupe, l'institutrice vous aura dit « T'es un peu trop comme ceci ou pas assez comme ça. » Rentre dans la petite boîte du gentil qui fait bien ce qu'on attend de lui. Un peu de fantaisie parce que c'est très joli, un beau petit dessin, mais pas débordé s'il te plaît, et pas trop parce que sinon ça dérange. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre belle fantaisie, de votre élan de vie, de votre joie de courir partout, d'aller à l'avant de la vie? Vous avez maintenant 40, 45, 50 ans. Il est où cet élan? Votre propre différence, vous l'aurez vécue comme menaçante, on ne va pas m'aimer. Donc j'éteins ma différence pour m'intégrer. Plus tard, vous arrivez dans la cour des grands. Les uns parlent foot, les autres fringues. Ça vous ennuie.
Vous avez envie de parler poésie, chanson, opéra, aventure, sacré, toutes sortes d'autres enjeux, mais il n'y a personne pour parler avec vous. Alors vous parlez fringues avec les uns et foot avec les autres parce que vous avez besoin d'intégration et d'appartenance. C'est absolument nécessaire pour grandir. Et aujourd'hui, vous avez 35, 45, 50 ans. Et il est où votre goût de conversation plus délicate, plus fine, plus profonde, plus aventureuse, plus audacieuse, plus en dehors des sentiers battus? Qu'en avez-vous fait? La plupart du temps, vous aurez eu peur de votre propre différence et pour être gentil, recevoir l'intégration, vous aurez fait ce que les autres attendent de vous. Mais alors, si vous ne saccagiez qu'une seule vie, la vôtre, ça vous appartient. Mais le risque, c'est que voici que quelqu'un est authentique, vit sa vie, pense, partage, prie autrement que vous, a des idées politiques différentes, est spontané, enthousiaste, joyeux. Oh, il est dérangeant, hein? Il ferait mieux de rentrer dans l'ordre. Ou de rentrer chez lui si par malheur il vient de loin. Et notre seuil de tolérance à la différence est vite atteint, malgré nos belles idées. La différence, ce n'est pas un concept, c'est un vécu. Alors c'est souvent lié au fait qu'effectivement, notre propre différence, nous n'ayons pas senti qu'elle était bienvenue. Et donc nous reprojetons ça sur les autres. Je vous propose de voir que pour nous ouvrir à l'accueil de la différence, ça va nous demander de travailler sur l'accueil de notre propre différence, faire droit à l'être que nous sommes. C'est-à-dire accepter que devenir vraiment nous-mêmes, ce que nous sommes derrière le personnage. Tout le monde a un personnage construit par l'éducation et c'est bien nécessaire pour appartenir, s'intégrer. Derrière ce personnage-là, il y a un être profond. Est-ce que je me maintiens dans le personnage ou est-ce que j'entre de plus en plus dans l'être profond, l'être unique? Et là, certainement qu'il y a des personnes parmi vous qui en ont fait l'expérience, effectivement, devenir vraiment soi-même et pas juste le personnage gentil que tout le monde connaît, ça n'est pas nécessairement confortable d'abord pour soi, mais ça fait des remous autour. Tout le monde n'aime pas ça que nous changions. Que nous chantions peut-être aussi, d'ailleurs. Et donc, il se trouvera toutes sortes de proches pour nous dire « t'as changé ». T'es plus comme avant. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas la même. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Et je vous invite à voir qu'effectivement, devenir soi-même, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. En disant cela, je n'invite personne à chercher ouvertement à déplaire, évidemment. Cependant, à accepter qu'effectivement, suivre sa propre voie, ça ne fera pas forcément le plaisir de tout le monde autour. Et cependant, il y a un effet bénéfique à ça. J'ai pu voir dans beaucoup de familles que quand quelqu'un, tout d'un coup, ose se transformer, s'écouter, devenir qui il est, développer sa fantaisie, sa créativité, sa capacité d'affirmation, sa force intérieure, ça secoue, ça fait un peu des remous, parfois des rejets, mais ça fait que tout l'écosystème est réanimé, réoxygéné, plutôt que de ronronner dans sa petite zone de confort. Nous ne sommes pas sur Terre pour ronronner dans notre petite zone de confort, pour rester scotché dans le petit ego qui a peur de perdre, qui joue à qui a tort, qui a raison, qui a peur de donner, qui a peur de recevoir, qui compte ce qu'il donne et surtout ce qu'il ne donne pas, qui compte ce qu'il reçoit, surtout ce qu'il ne reçoit pas. Ça, c'est le petit ego. Il n'aime pas beaucoup ça, il ne sait pas comment jouer, autre chose, mais il est pris là-dedans, alors que je pense que beaucoup d'entre nous sentons bien que nous aimerions tendre vers un être en expansion, qui est au-delà de ces petites querelles, qui n'est pas accroché à l'idée que si on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne s'aime pas, non, qui est dans l'idée qu'on peut s'aimer même si on n'est pas d'accord. Notre amour va bien au-delà de nos petites frictions. Un être qui est en expansion, en création. Je pense que nous tendons profondément vers ça. Et à mes yeux, c'est ça le sens de la vie, c'est quitter le petit ego contracté, très limité, très combatif, pour entrer dans l'être qui, lui, est rassembleur et rayonnant. Oui, ça va passer par le fait de travailler sur notre propre différence. On est bien au-delà de simplement mieux communiquer, c'est être vrai avec soi, c'est savoir c'est qui cet être-là, qui est là. Est-ce que je le rencontre ou est-ce que je l'évite? Et en toute chose, nous pouvons nous poser cette petite question. Est-ce que je me rencontre ou est-ce que je me fuis? Est-ce une fuite ou une rencontre? Vous pouvez travailler parce que vous êtes en expansion de vous-même, vraiment dans votre axe créateur, et vous travaillez 10 heures par jour, vous êtes en pleine rencontre de votre être. Mais vous pouvez travailler pour vous fuir, pour ne jamais rencontrer l'être que vous êtes. Vous pouvez boire un verre de vin, 2 verres de vin, 3 verres de vin avec des amis parce que vous êtes dans la fête de la jubilation d'être ensemble, vous êtes dans votre axe, à fêter la vie.
Mais vous pouvez picoler, vous vous en doutez bien, pour vous fuir et ne pas vous rencontrer. C'est le même geste en soi, c'est le même faire dans une toute autre qualité d'être. Alors ça nous permet de réfléchir à cette petite phrase que m'a dite un jour Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé à cette approche de la non-violence, et qui cite un sage dont j'ai oublié le nom, c'est pas de lui la phrase, mais il me disait, tu sais, dans la vie, nous avons finalement un enjeu fondamental. Être heureux ou avoir raison. Alors moi, ça m'a touché au cœur, cette phrase, parce que le juriste, l'avocat que j'étais, était toujours combatif pour avoir raison et essayer de convaincre, ramener l'autre à ma position. Et donc, effectivement, quand j'étais en conversation avec ma femme, j'essayais toujours d'avoir raison, qu'elle me dise que j'étais le plus beau. Et j'ai toujours, ça m'arrive, du mal à tolérer le désaccord, comme ce que je vous ai mimé tout à l'heure. Ça m'arrive d'être prise au piège moi-même, de vouloir que Valérie me dise « Tu as raison, tu es franchement le plus intelligent. » Heureusement, je me reprends un peu plus vite qu'avant. Et j'essaie de me dire, mais pourquoi est-ce que je ne m'ouvre pas à sa position? Elle est souvent plus fine que la mienne, à vrai dire. Plus fine, plus subtile, elle a perçu d'autres enjeux que moi. Ça décape, hein? Je vous invite donc, vous voyez, à la fois travailler l'estime de soi et l'accueil de l'autre. Et sortir de ce petit enjeu, je m'accroche à l'idée d'avoir raison, parce que ça nous rend malheureux. Ça nous fait beaucoup de guerre dans nos vies. Vous avez là 2 clés pour la gestion des conflits. Il est rare que nous aimions les conflits, mais nous n'en ferons pas d'économie. Nous sommes tellement différents que traverser des conflits, ça semble bien ne pas être un accident dans la vie, mais plutôt un ingrédient de croissance. Le conflit est une friction qui nous amène à enlever des couches pour aller à l'essence. Et dans le conflit, vous pourrez peut-être percevoir que nous avons absolument besoin d'une bonne estime de soi pour pouvoir entendre le désaccord, le jugement, la critique, sans être complètement déstabilisé. Et nous avons besoin d'un bon accueil de l'autre pour pouvoir laisser l'autre s'exprimer sans tout de suite l'interrompre. Ce double enjeu est une clé pour la capacité de résoudre les conflits. Au-delà de ça, nous pouvons voir que le conflit est sans doute nécessaire à certains moments pour entrer dans une autre couche de conscience ou un autre palier de conscience. Et qu'effectivement, ce que nous craignons, ce que l'ego craint, disons, c'est le changement, c'est aller à un autre stade, et donc de perdre une certaine forme. Alors il y a chez nous un grand attachement à une certaine forme. Je suis comme ça, je ne changerai pas. Et je m'attache à ma forme, du gentil, qui remet rien en question, qui dit que l'autre a tort, parce que bien sûr lui a raison. C'est une forme. Et c'est l'attachement qui nous fait souffrir. Une image peut nous aider. Le sens de l'œuf n'est pas l'œuf, si gracieuse que soit sa forme. L'œuf, parce qu'il est beau et parfait, qui voudrait rester œuf, eh bien, tôt ou tard, il aura compris que ce n'était pas le sens de sa vie, parce qu'il pue. Le sens de l'œuf n'est pas l'œuf. Le sens de l'œuf est l'ouverture, en poussin, en omelette, en gâteau, en sauce. Le sens de l'œuf est la continuité sous une autre forme. S'il y a attachement à la forme d'œuf, il y a fermentation et décomposition malheureuse. Alors que s'il y a abandon de la forme, il y a ouverture à un envol ou à une gourmandise. La prochaine fois que vous serez en conflit, je vous propose de vous rappeler cette petite formule pour accepter de laisser votre petite coquille d'ego laisser passer le bel être que vous êtes. C'était le 3e piège, difficulté à faire bon accueil de la vie, de la différence et à la vivre comme une opportunité de grandir par une friction que mon ami Corneau appelle une friction créatrice. 4e piège. 4e piège de cette éducation à la gentillesse. Je t'aime si t'es sage, si t'es gentil, si tu rends de bons points. Eh bien, ce 4e piège, je vous propose de le voir comme ceci, c'est la difficulté pour beaucoup d'entre nous à dire et à entendre non. Et d'abord, à dire non, à temps et à la bonne personne. Souvent, gentils que nous sommes, nous aurons accumulé toutes sortes de oui gentils, oui, bien sûr, alors que nous pensions, oh non, franchement pas.
Et cette accumulation fait des effets de cocotte minute. Je dis oui alors que je pense non, régulièrement. Mais à ça s'ajoute que quand je suis en colère, je dis tout va bien. Quand je suis triste, je dis tout va bien. Quand je suis complètement perdu, je dis tout va bien. Je rentre toutes mes frustrations dans la cocotte minute pour ne rien montrer. Dessus, je serre le couvercle des conditionnements familiaux, scolaires, religieux, le cas échéant, professionnels, sociaux, toutes sortes de couvercles par-dessus. Mais la cocotte minute, vous l'aurez perçu, ça n'est pas statique, c'est dynamique, c'est posé sur le feu du temps qui chauffe. Et je vous fais pas un dessin, tôt ou tard, paf! La cocotte minute explose. De façon souvent complètement inappropriée. À qui ce ne sera pas arrivé de se dire « Ouh là là, j'ai été dans une colère qui va bien au-delà de ce que je voulais dire. J'ai employé des mots qui coupent la tête. J'étais emporté. » Oui, ce n'était pas juste le stimulus là qui enclenche une colère ajustée, je dirais. C'est qu'il y a un ensemble de colères qui sont comme des mines, vous savez. Si j'ai enterré une mine pour être gentil quand j'avais 5 ans devant l'institutrice qui voulait que je rentre dans la petite boîte, si j'enterrais une autre mine quand j'en avais 10 devant l'autre institutrice qui voulait que je sois gentil, puis j'enterrais une mine devant mon père, ma mère, et puis devant ma première petite copine, puis devant mon patron, puis devant les collègues, j'enterre des mines, j'enterre des mines, j'enterre des mines. Je suis assis sur un champ de mines. Ça va sauter. Alors comment est-ce qu'on vit quand on est dans un champ de mines ? On fait gaffe. Il n'y a plus beaucoup d'essence dans la relation, vous voyez. Alors on est très gentil, mais on est très angoissé aussi. C'est ça qui se passe quand on a accumulé plein de colère. On ne vit plus. Je nous propose de voir que c'est une certaine mécanique qui peut expliquer notamment la dépression. Oui, si la mécanique est d'accumuler tout dans la cocotte minute et qu'elle explose, il peut se faire que les conditionnements soient suffisamment puissants ou que les souffrances, la lassitude, le traumatisme peut-être, fassent qu'il n'y a vraiment plus l'énergie d'exploser de façon au moins vivante, même si ça fait un peu de saccage autour, eh bien il n'y a plus l'énergie de l'explosion. Qu'est-ce qu'elle fait la cocotte ? La cocotte, elle implose. Dans la maladie, le burn-out, la dépression. De plus en plus de médecins, vous le savez, font le lien entre les émotions refoulées, ou mal vécues en tout cas, et toutes sortes d'impacts sur le corps. Et oui, pas seulement sur le corps, sur notre état psychique. Si je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, tôt ou tard, je déprime. Ça n'explique évidemment pas tout de la dépression, certainement pas, mais ça explique en partie. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées dans des phases de dépression étaient des personnes qui avaient soit du mal à dire des désaccords à temps, à la bonne personne, de façon affirmative, en prenant leur place, en existant comme sujet, et pas seulement comme un objet de manipulation. Des personnes qui avaient du mal à exprimer une tristesse et qui laissaient la tristesse couver en disant « tout va bien, c'est pas si grave, finalement je m'en sortirai ». Mais au lieu de dire « je suis triste et je vais écouter ma tristesse, je vais être vrai avec ce sentiment ». Il y avait des enjeux d'expression, de sentiments, de besoins, mais il y avait aussi des enjeux d'expression de partie d'elles-mêmes, des personnes qui avaient laissé de côté complètement une fibre artistique, une fantaisie, une créativité pour être une bonne mère qui fait bien son travail. Je fais bien tous mes enfants, je fais, mais j'ai plus le temps d'être. Pourtant, j'adorais mon violon, mon piano, ma pinceau, ma peinture. Mais j'ai pas le temps, il faut que je sois une bonne mère. Alors, vous voyez, cette partie dont on ne s'occupe pas se venge, nous tire. En élargissant, on peut dire que les émotions dont nous ne nous occupons pas consciemment s'occupent de nous, inconsciemment. Si je ne prends pas soin de ma colère et que je la laisse s'accumuler, elle me manipule et tout à l'heure elle explose. Si je ne prends pas soin d'une partie de moi intuitive, créatrice, pour laquelle je n'ai peut-être pas forcément de temps, elle me tire toute mon énergie. Le discernement va nous permettre de prendre conscience, comme ça arrive à bien d'entre nous, de se dire, par exemple, effectivement, là maintenant, je viens d'avoir 2 petits-enfants, pourtant je suis un artiste ou une artiste, et il y a une grande partie de moi qui aimerait avoir 3 heures par jour pour faire du piano, du violon ou de la peinture. J'accueille cette partie, parce qu'elle est précieuse pour moi. En même temps, je choisis effectivement d'être complètement mère et de m'occuper de mes enfants, et je n'ai pas les 3 heures, pour le moment. Mais d'ici 2-3 ans, et ça va vite les enfants, je reprendrai mon violon d'Ingres. Si j'ai ce discernement et cette écoute d'une partie de moi que je laisse au moins s'exprimer, elle arrête de me tirer les basques. Elle me permet de vivre et d'être complètement disponible pour mes enfants, d'être là. Parce qu'elle a une part de
considération, de reconnaissance. Inversement, si je ne veux pas le voir en disant « je suis une bonne mère », non, c'est fini, l'art, c'est pas nombrilisme, narcissisme, je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe des enfants, mais ils font trop de bruit, ils sont dérangeants, ils prennent trop de place. Je suis encombré par la partie de moi que je n'ai pas écoutée. Et je le fais payer. Vous voyez ? Alors, c'est un enjeu que de clarifier pourquoi je dis non. À quoi je dis oui quand je dis non ? Je dis non à mon art, pour le moment. Parce que je dis oui à l'accompagnement de mes enfants, mais ce n'est pas un reniement à perpète. Hein. Il y a un discernement qui me permet de faire les choses. Le risque, vous voyez, quand on n'a pas appris à discerner, c'est qu'on accumule toutes sortes de frustrations. Vous avez, par exemple, accumulé des frustrations au travail. Vous avez dit oui au patron alors que vous pensez non. Vous avez dit oui au fournisseur alors que vous pensez non. Vous avez dit oui aux collègues qui partagent le même plateau que vous alors que vous pensez non. Vous êtes plein de frustrations, de malentendus, mais vous n'avez pas le temps. Il faut rentrer, il faut s'occuper des enfants. Vous rentrez à la maison plein de colère, de tristesse, de désespoir, mais c'est pas grave, il faut s'occuper des enfants, c'est pour leur bien. Le gamin fait une bêtise grand comme ça, mais il s'en prend plein la figure. Pourquoi ça ? Mais parce qu'il y a accumulation de mines en vous. Et donc vous n'avez pas le discernement pour clarifier, peut-être il y a quelque chose qui mérite une réflexion ensemble, un échange, une compréhension mutuelle, et je vais le faire. Mais si vous êtes encombré d'émotions parce que vous n'avez pas écouté votre être, vous n'avez pas appris à dire non aux personnes à qui c'était nécessaire, vous êtes tout pollué. Il sera donc précieux de pouvoir dire, effectivement, j'ai dit oui à mon patron alors que je pense non. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Demain, je vais le revoir et lui dire, patron, je ne pense pas comme je vous ai dit hier. Et je voudrais que vous m'entendiez parce que je pense que ma proposition sert aussi votre projet. Pouvez-vous m'écouter ? Et puis, le fournisseur, je n'aime pas le ton sur lequel il me parle. J'ai dit, oui, tout va bien. Non. Je suis content qu'il me nous fournisse, mais je voudrais qu'on se respecte, qu'on se parle sur un autre ton. Le collègue de travail, j'ai dit, oui, tu peux fumer une clope, il n'y a pas de problème. Mais non, je suis fatigué de ça. Moi, j'ai besoin d'être respiré. Je n'aime pas la cigarette. Et la consigne est qu'on fume dehors. Je voudrais qu'il respecte ça. Ah ! Ça appartient au travail. J'ai travaillé mon discernement. Maintenant, je rentre. Et si le gamin fait une bêtise grande comme ça, je ferai un ajustement grand comme ça. Parce que je suis au clair. Je ne suis pas pollué. Vous voyez ? J'ai pris ce que j'appelle une douche psychique. Un sas de transition. Il ne viendrait, à mon avis, plus à l'idée de personne de sortir de sa maison en ayant nettoyé son grenier de haut en bas, en ayant jardiné son jardin, et de partir à une réunion sans s'être changé. Je pense que nous aurons pris soin de nous laver, de changer de vêtements, de mettre un vêtement propre pour aller à notre réunion dans une certaine hygiène de vie. Alors regardez un peu comment ça se passe ici. Je quitte ce travail laborieux de ma journée, avec un peu des conflits, des malentendus, des choses qui ne sont pas bien dites, pas bien exprimées, pas bien écoutées non plus, et tout empoussiéré de ça, je rentre à la maison, souhaitant une relation avec ma famille. Mais je suis bien encombré, je ne le vois pas, et ça pollue toute l'atmosphère. Inversement, il se pourrait que je sois un peu en pétard avec mon conjoint. On s'est un peu disputé, on n'a pas réussi à se raccommoder. Bon. Que je sois en guéguerre avec un vieil ami par téléphone, on s'est chamaillé hier. Et puis que je sois inquiet pour mon ado qui part en classe de neige alors qu'il n'a pas préparé son examen ou un truc comme ça. Mais je ne veux pas voir tout ça, je n'ai pas le temps de cette intériorité. Je pars au travail, mais tout encombré, je pars au travail, je dois tenir ma réunion. Bon, asseyez-vous, c'est quoi le problème ? Je vous écoute, je suis disponible, attention, on y va. Mais non. Pas plus que je ne quitte mon grenier ou mon jardin tout sale et tout pollué. Je ne vais quitter ma maison avec les enjeux de la maison tout qui m'encombrent sans me nettoyer. Je vais prendre une douche de conscience en disant oui, effectivement, ma femme et moi on s'est disputé hier, j'en suis triste. J'ai besoin qu'on retrouve les mots pour se parler. Pour ça, j'ai besoin d'un peu de temps avec moi. Tout à l'heure, je sors 1 heure plus tôt du bureau pour aller méditer dans le parc. Effectivement, je suis inquiet par rapport au gamin qui part sans avoir revu ses examens. Je me demande s'il est suffisamment motivé, s'il comprend le sens au fond. Est-ce qu'on s'est parlé du sens d'aller à l'école ou est-ce que j'ai juste dit il faut aller à l'école ? J'ai besoin de vérifier, est-ce qu'il comprend le sens ? Et puis ce vieux copain avec qui on s'est chamaillé, c'est vraiment dommage. Je le rappelle demain soir. Ok, ça appartient à la maison. Et je pars tenir mon travail et ma réunion. L'esprit libre.
j'ai pris une douche psychique. Question d'hygiène, vous voyez, c'est pas encore vraiment dans nos mœurs, curieusement. Hein. On dira volontiers à une personne, je suis en retard, je dois prendre ma douche. Oui, t'inquiète. Si c'est une douche physique. Mais dire à quelqu'un, je suis en retard, je prends ma douche psychique. Tu comprends, je suis en pétard avec ma femme, j'ai besoin de prendre un moment de méditation, puis je reviens. C'est quand même curieux, non? Alors qu'on n'aura aucun problème de nouveau pour les choses à faire. Tu sais, je suis plein de toiles d'araignée, j'ai nettoyé mon grenier, je prends une douche. Oui, surtout prends une bonne douche, nous dira l'ami. Pourquoi tant d'intérêt pour le matériel et si peu de considération pour le psychique, le psychologique, le spirituel, l'esprit des choses qui est au-delà? C'est dans nos cultures, nous pouvons donc changer ça. S'il y a conditionnement, il peut y avoir déconditionnement. Alors on est dans le chapitre de la difficulté donc à dire non et à dire non à la bonne personne. Ce qui est souvent en jeu, c'est la peur de ne pas être aimé, vous l'aurez bien sûr perçu. C'est pour ça que nous disons souvent oui. Et nous disons oui sans même nous consulter nous-mêmes. Si vous avez de bons amis qui vous invitent à un barbecue, la plupart du temps, puisque c'est des bons amis, vous allez dire « Ah oui, on y vient, avec plaisir !» Et puis vous n'avez pas vérifié, mais non, au fond, on est fatigué, on ne s'est pas vu de la semaine, on n'a pas vu les enfants. Moi, j'aimerais un dîner familial tranquillement, où on prend le temps de prendre l'apéro, de se parler, et puis d'aller se promener après tous ensemble. C'est ça dont je voudrais. Mais enfin bon, ils sont gentils, on a dit oui, on y va. Alors on y va, ok. La plupart du temps, quand on va à un barbecue un peu à contre-cœur, les brochettes sont trop cuites et le rosé est tiède. Mais enfin bon. On revient. Le week-end d'après, les autres amis étaient très contents. Ils ont adoré ce barbecue. Ils avaient tous leurs amis autour de nous. Ils nous réinvitent. Alors on dit oui, parce qu'on est gentil. Et qu'on n'a pas pris le temps de se consulter pour vérifier est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas. Le troisième week-end, ils réinvitent. On entend la voix sur le répondeur. Ah non, c'est pas possible. Et on dit à son conjoint, mais tu te rends compte, ils nous envahissent, ils nous pompent l'air. Et observez comme la mécanique est tragique. Je considère que tu m'envahis. Parce qu'au fond, je n'ai pas réussi à mettre mes propres limites. Je considère que tu me pompes l'air, parce que je n'ai pas réussi à respirer mon air. Vous voyez qu'à force d'être gentils, nous devenons méchants. Est-ce que l'écologie ne commence pas là? Dans la capacité à se centrer, à discerner. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, nous allons clarifier ce à quoi nous disons oui quand nous disons non, si vous voulez bien me suivre. Ça veut dire que si le copain m'appelle en disant « on vous invite au barbecue, on aimerait bien vous voir », si je réponds « non, on n'est pas disponible », c'est un peu sec. Et puis ça ne dit pas toute la vérité de ce qui se passe en moi. Il y a bien plus en moi. Donc je vais prendre soin de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je vais dire « merci pour l'invitation ». Ça nous fait incroyablement plaisir parce qu'on vous aime beaucoup. On aime être avec vous. Merci beaucoup. On tient à se revoir et à organiser régulièrement des retrouvailles. En même temps, nous tenons beaucoup à la vie de famille. On s'est peu vus. Alors oui, ce week-end-ci, ce sera plutôt pour la retrouvaille familiale et être ensemble en famille. Alors à bientôt. Merci. Cloup. Et amitié, et continuation de l'amitié, et retrouvailles ultérieures. Et ce week-end-ci, privilège à la vie de famille, à l'intimité. J'ai remplacé les noms par des oui. Je ne dis pas que dans la phrase, techniquement, il n'y aura pas un non pour cette fois, mais je vous propose de voir l'énergie est toute différente si je clarifie ce à quoi j'ai dit oui. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que nous sommes très réservés et timides. Nous avons du mal à dire aux gens que nous aimons bien, combien nous les aimons bien. Alors, pour qu'ils sachent que nous les aimons bien, nous croyons qu'il faut faire, donc on y va. Il ne faut pas faire, il faut être. Et dire l'amour qu'on a pour les gens, c'est tellement plus nourrissant pour l'autre que simplement faire. Mais nos pudeurs, dans nos éducations, font que nous avons du mal à oser simplement témoigner et dire. Alors que ça nous permet souvent d'économiser bien des choses à faire que nous pourrions transformer ou faire autrement. Alors, ça se joue aussi dans d'autres registres. Je me souviens de ma fille Camille, quand elle a eu ses 6 ans, elle en a 11 maintenant, elle s'est reçue ses cadeaux d'anniversaire et bien sûr le soir à 7h30, elle joue et à ma proposition, s'il est 7h30, on va dormir, Camille me dit « Non papa, je joue ». Je me vois répondre « Non Camille, il est 7h30, on dort ». Toutes les petites filles du monde dorment à 7h30.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Il y a deux noms qui s'opposent. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ma petite choute, joue autant que tu veux, tu éteindras les lumières, si tu veux sortir, prends ma carte de crédit. Hein? Et je démissionne de ma fonction de père. Est-ce ça le modèle du monde? Ben non. Mais je peux aussi dire, attends, qui est-ce qui est le patron ici, hein? Hop, par ici, et j'ai encore la force quand elle a 6 ans de la mettre dans son lit de gré haute force. Est-ce que c'est ça le modèle du monde que je veux donner à mon enfant? Quand on a la force physique, on peut l'utiliser pour obtenir ce qu'on veut. C'est ça que je veux donner comme modèle. Et mon enfant, quand il encode ça, il se dit, attends, que j'ai de la force moi aussi, tu vas voir. Et je perpétue la violence dans le monde par mes principes éducatifs, habités des meilleures intentions. Je vous invite à voir que ça, c'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Je perpétue la tragédie de la violence, croyant bien faire. Et je pense que nous sommes dans un pays qui a besoin d'une loi pour protéger les enfants des coups. C'est quand même surprenant. Et que ça fasse débat. Qu'il s'agisse même de nommer une loi, comme si ce n'était pas une évidence. On ne frappe pas un enfant, c'est l'évident. Quand je suis d'accord avec mon ami, je ne le frappe pas, je cause. Alors avec mon enfant qui est le futur citoyen du monde, est-ce que quand je ne suis pas d'accord avec lui, je le frappe? C'est quand même extraordinaire. Ceci pour vous dire qu'il y aura un colloque sur les violences éducatives familiales. Au mois d'octobre, il y a des papiers ici à l'entrée et j'y participerai très volontiers. Donc, je souhaite donner un autre modèle du monde à mon enfant. Je sais que quand quelqu'un dit non, c'est qu'il dit oui à quelque chose d'autre que j'ai peut-être aperçu. Et donc, je guette, je scrute, je discerne. Parce que je suis conscient que la seule chose qui soit vraiment joyeuse dans la vie, c'est la rencontre. C'est le contact. C'est pas le faire, c'est l'être. Alors je vais aller voir à quoi dit-elle oui quand elle dit non. Est-ce que tu veux dire que tu voudrais jouer encore avec tes jouets? Oui, papa, regarde comme ils sont super ces jouets. Et tu voudrais que je joue un peu avec toi, avec tes jouets? Oui, papa, regarde celui-ci, il marche comme ça. Et j'accompagne un moment le vivant en elle. Parce qu'effectivement, je suis émerveillé de voir mon enfant découvrir de nouvelles choses, s'intéresser. Ça me nourrit profondément. En même temps, j'ai cessé d'être gentil, je suis vrai. Donc il y a une autre partie de vivant, c'est en moi. Et je lui dis, écoute, j'ai du plaisir à jouer avec toi. Je suis vraiment tout content de voir que tu as reçu pour une fois des jouets que tu aimes bien, de toute ta famille. Et vraiment, je suis curieux de jouer avec celui-là parce que je ne l'ai pas encore vu et j'aimerais le faire demain. En même temps, je réalise que si on est fatigué dans la famille, on s'entend un petit peu moins bien. Tu vois, moi, quand je rentre de conférence tard, je me lève tôt le matin, je suis un peu grognon. Toi, quand tu es fatigué, tu te disputes avec ta sœur, c'est moins agréable quand même. Alors, est-ce que là, maintenant, tu es d'accord d'aller dormir et on continue demain? La plupart du temps. Mais ce n'est pas magique, évidemment. Ça se crée un climat de respect mutuel. Ça se crée par beaucoup de patience. La plupart du temps, mon enfant comprend qu'effectivement, là, la fatigue commence à poindre. Et m'accompagnera, parce qu'on a cherché le point de rencontre. Toi, tu es vivante avec une priorité, moi, je suis vivant avec une autre priorité. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou tort, on a quitté ce tragique vieux débat qui fait des rapports de domination-soumission, on est dans un rapport de rencontre. Ce qui nous tient le plus à cœur, c'est la qualité du vivant entre nous. Donc je privilégie ça, et non pas les choses à faire. Alors, vous voyez, là, j'ai écouté ce à quoi l'autre dit oui quand il dit non. Et ça nous ouvre un tout autre domaine. Je vous donne encore un exemple. Imaginons les relations de travail. Qu'est-ce que vous voulez? Une augmentation? Mais vous n'y pensez pas. C'est non. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre qui vient de se faire traiter de cette façon? La porte se ferme, paf, un non, sans aucune compétence pour comprendre à quoi l'autre dit oui quand il dit non. Qu'est-ce que je fais? Je rouscaille. C'est incroyable, il est toujours comme ça, votre patron, ça fait 6 mois que je suis dans la boîte, c'est inadmissible, moi je ne veux pas de patron comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je me plains de tout ce que je ne veux pas, de tout ce que je ne veux plus, à toutes sortes de gens complètement incompétents pour m'aider. Et j'y consacre beaucoup d'énergie et de créativité. On va se manger, on va monter un pool, tu vas voir, on va lui saboter son bazar. Que d'énergie! Pour avoir travaillé 10 ans dans l'entreprise, j'étais avocat en cabinet d'avocat, mais après j'ai été consultant juridique dans un gros groupe. Et donc j'étais dans les couloirs d'une grosse boîte. Mais mon Dieu, que d'énergie perdue à se plaindre de choses qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus, à des gens incompétents. Au lieu d'aller demander ce qu'on veut à des gens compétents. C'est quand même curieux, hein?
Mais ça supposerait une attitude comme ceci. Quand vous dites non, patron, est-ce que vous voulez dire que vous aimeriez apprendre à me connaître davantage? Il n'y a que 6 mois que je suis dans la boîte, vous aimeriez me donner peut-être un autre 6 mois? Est-ce que c'est ça? Vous aimeriez qu'on se connaisse davantage? La plupart du temps, le patron va dire évidemment. Quand je vous dis non, c'est un peu sec, je reconnais, excusez-moi, je suis pressé. Mais effectivement, vous êtes là depuis 6 mois, j'ai besoin de vous connaître davantage, mais j'ai aussi envie de vérifier si vous êtes au bon endroit. Si les compétences que vous avez indéniablement sont utilisées de la meilleure façon. Et pour moi, ce qui serait précieux, c'est qu'on se donne un autre 6 mois et qu'on en reparle dans 6 mois. Ça vous irait? J'ai transformé le non en oui. J'ai indiqué quelle était ma priorité. Et j'ai fait ça dans la conscience qu'elle a des besoins, j'ai des besoins. Elle a des besoins de reconnaissance, de valorisation, d'encouragement. J'ai des besoins de sécurité, de stabilité, de continuité. On a des besoins. On va essayer de voir comment on va faire. Je ne suis pas un patron, elle est une employée, on est 2 êtres humains qui cohabitent. Et on sort du rapport domination-soumission. Oui. Alors ça peut nous aider comme patron, plutôt que de dire non, de dire volontiers une augmentation. Volontiers quand j'aurai vérifié si vous êtes au bon endroit. Si vous êtes compétente, si effectivement il y a vraiment une valeur ajoutée à votre travail, on s'en reparle. Volontiers. Et ça permet pour l'autre de ne plus être dupe d'un non. Vous voulez dire oui, patron? Oui. Vous voulez dire oui, que vous aimeriez me connaître, vérifier que je suis compétente, que je suis au bon endroit et que j'ai une valeur ajoutée. Est-ce que c'est ça? Et vous aimeriez un délai de combien? 6 mois? On s'en parle dans 6 mois? On le note tout de suite à l'agenda. Je n'entends plus non, j'entends un oui. Discernement. Pour poser notre attention ailleurs. C'était le 4e piège. Ne plus être piégé par la peur de dire ou d'entendre non. Vous aurez perçu que de nouveau, ça interpelle notre estime de soi. Bien sûr, c'est clair que l'employé qui ose dire « Attends, patron, quand tu dis non, est-ce que tu veux dire oui ?» Il faut quand même avoir son estime de soi bien accrochée. On est d'accord? Mais ça se travaille. Vous savez, quand j'avais 24, 25 ans, j'étais très timide, je rejouissais dès que je parlais devant 3 personnes. Je n'imaginais pas un instant que je puisse parler devant une salle comme ceci. Vous m'auriez dit ça à l'époque, j'aurais dit tu rigoles. Je suis trop timide. Ça se travaille, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis vraiment impressionné de voir combien d'êtres humains, par ignorance de tous les mécanismes d'ouverture de cœur et de conscience qui existent aujourd'hui, par ignorance de ça, combien d'êtres humains se maintiennent, non pas dans la quête d'un bonheur chaque jour plus croissant et plus généreux autour d'eux, mais se maintiennent dans ce qu'on appelle, vous connaissez l'expression, un petit malheur supportable. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'ils vivent. Nous nous maintenons dans un malheur supportable. Un petit peu de bonheur par moment, pour pas crever quand même, mais pas trop parce que ça pourrait déranger, secouer trop fort. Je nous propose de voir que nous avons d'autres outils et que nous pouvons sortir de cette résignation. Dernier piège que je vous propose d'aller visiter. Dernier piège, c'est la difficulté à faire bon usage de nos émotions. À bien les connaître, à bien les fréquenter et à bien les utiliser pour la transformation. Il est rare que nous ayons eu des modèles clarifiants par rapport à ça. Qui peut dire « Ah, mais moi je me souviens que par rapport à la colère, mes parents étaient très clairs. Mes parents, quand ils étaient en colère, ils disaient « Stop, tout le monde, je suis en colère, je reviens tout à l'heure. » Et ils partaient sans cesse. Et je les voyais scruter par l'intérieur ce qui se passait dans leur fort. Puis ils revenaient avec une colère claire, en disant « Je suis en colère parce qu'il s'est passé ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour en parler ?» J'avais un beau modèle d'affirmation, de transformation, et donc j'ai copié le modèle, c'est facile. Qui peut dire ça? La plupart du temps, les modèles que nous aurons eus, c'est soit soupe au lait, paf, la cocotte qui explose, et tout le monde en ramasse plein la gueule, si vous me passez l'expression tout le temps, soit la cocotte minute qui part en implosion, avec la dépression à la clé ou la maladie. C'est ça qu'on aura eu comme modèle la plupart du temps. Mais pas un modèle de discernement et de clarté. Pour la peur, qui peut dire, moi j'ai eu un bon modèle, les parents m'ont montré que la peur n'est pas un accident, c'est un ingrédient, et que donc, quand on a peur, on écoute ce qui se passe en soi. Qui peut dire ça? La plupart du temps, nous aurons entendu des parents voulant notre bien nous dire, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur du tout. Vous devez avancer avec ça. Alors nous sommes souvent bien coupés de nos émotions. Là, je vais amener ce petit tableau ici pour vous proposer la compréhension qu'offre la communication, et derrière la communication, la conscience non violente. Le dessin va rester sobre, je m'adresse à ceux qui sont loin, je pense qu'il est visible. Je vous propose de voir
Oula. Que je vous dessine un petit bonhomme, avec d'abord sa tête, pour indiquer simplement que c'est la partie de nous qui a reçu l'essentiel de la formation, de la stimulation, de l'encouragement, ce qu'on appelle en général le mental. Nous avons appris à bien penser, bien réfléchir, bien analyser, stocker l'information, catégoriser, étiqueter, tout ranger dans des petits potiquets d'apothicaires et former surtout nos esprits de logique. C'est un outil fantastique, ça nous a fait faire des découvertes incroyables en sciences, en technologie. C'est un outil magnifique, mais c'est comme si son hyper-développement s'était fait au détriment d'autres canaux d'intelligence. Parce que bien sûr qu'à côté de la compréhension mentale, intellectuelle, nous avons une intelligence émotionnelle. Nos sentiments. Et malheureusement, nous en sommes souvent bien coupés. Nous savons penser, réfléchir, analyser, juger, bien, mal, juste, pas juste, ça se fait pas. Mais nous avons plus de mal à ressentir. D'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de chape de béton qui s'est coulée là, malgré nos bonnes intentions? On sent des sentiments qui s'agitent, mais on a du mal à discerner, à les démélanger les uns des autres. Je vous propose de voir que souvent, ça s'est fait de façon très subliminale. Moi, quand j'étais gamin, j'avais l'idée que grandir, c'était devenir un petit garçon sage et raisonnable, qui prend de bonnes décisions, analyse bien les problèmes et juge bien, clairement. Les sentiments ne me paraissaient pas trop bienvenus. Quand j'étais en colère, j'avais une révolte et j'ai toujours été indigné par les injustices, par exemple, que j'étais très en colère par rapport à ça. Mes parents, bienveillants, souhaitant mon bien et mon intégration dans la société, auront pu me dire des choses comme « Je t'aime pas quand tu es en colère, un petit garçon sage et raisonnable ne se met pas en colère, va dans ta chambre. Tu reviendras quand tu auras réfléchi. » Alors j'allais dans ma chambre. Réfléchir, avec le seul outil à ma disposition, mon mental, qui avait au fait de comprendre « Papa et maman ne m'aiment pas quand je suis en colère. » Et puis, si je veux finir mon dessert, il faut que je fasse quelque chose avec ma colère. Alors, je ne reçois pas un cours de colère à l'école. Non, personne ne m'a dit ce qu'il faut faire ça. Mes parents ne me montrent pas vraiment un modèle utile. Qu'est-ce que je fais avec ma colère? Je fais rien. Je la mets dans ma poche. Et je redescends à racheter l'affection familiale en disant « Tout va bien. Je ne suis pas en colère du tout. Passez-moi mon dessert. » Si plus tard j'étais tout triste, un gros chagrin qui vient, l'envie d'être un peu consolé, un peu rejoint, un peu compris, mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient, mais en même temps, souhaitant mon bien, mon intégration, ma responsabilité, ils auront pu me dire des choses comme « T'as pas le droit d'être triste, hein, avec tout ce qu'on fait pour toi. T'es pas le plus malheureux quand même. Hein. Regarde un peu la télévision, les journaux, allez, monte dans ta chambre. Tu reviendras quand tu auras réfléchi. » Alors, j'allais réfléchir, avec le seul outil à ma disposition, mon intelligence qui avait au fait de comprendre qu'effectivement, j'avais un papa, une maman, des frères et sœurs, à manger tous les jours, un toit. J'allais à l'école, j'étais donc chanceux. On allait même en vacances de temps en temps. J'étais un garçon chanceux avec le cachet de l'administration communale. Cette tristesse, je n'avais pas plus de moyens de la traiter que la colère. Je la mettais dans ma poche. Personne ne me donnait le modèle, ni à l'école, ni en famille. Comment fait-on pour traiter la tristesse quand elle est là? Je redescendais racheter. L'intégration familiale, tout va bien, je ne suis pas triste du tout. Ça ira très bien, je serai gentil, souriant. Vous n'aurez que du bien à dire de moi. Ça va comme ça? Puis plus tard, si j'étais tout joyeux, je ne vais pas vous faire un tableau tragique de mon enfance, ce ne serait pas juste, j'avais de bons parents. J'ai pu donc être très joyeux et avoir envie de faire la fête, d'allumer la radio à fond, de sauter sur les coussins du salon, de faire de la batterie sur les casseroles de la cuisine. À ce moment-là, les mêmes parents bienveillants, souhaitant mon intégration et mon bien-être dans le futur, auront pu me dire des choses ou me laisser comprendre « Mon petit vieux, te réjouis pas trop, la vie n'est pas si comique que ça. » Alors, vous voyez, c'est subliminal cette coupure-là. Qu'est-ce que moi j'encode? J'encode, coupe-toi de tes émotions, coupe-toi de tes sentiments, ça dérange. Si tu veux arranger et donc être reconnu, avoir ta place, pense. Et des idées, des concepts, de la logique, ça c'est imparable. J'en ai d'ailleurs fait ma première tranche de vie comme avocat. Et puis la deuxième chose que j'encode et qui est immédiatement la conséquence de la première, c'est ne fais pas ce que toi tu sens juste dans ton cœur. Fais ce que tu crois que les autres attendent de toi. Et ainsi, j'ai passé 35 ans juste à côté de moi-même,
Pas très loin, vous savez, côte à côte. Mais quand même, à côté de mes pompes, si vous me permettez, à côté de ma vie, à côté de mes envies, à côté de ce qui me met en vie, moi. Et ce, pour tenter de plaire aux uns et d'éviter de déplaire aux autres. Si je me suis permis de vous raconter cette petite histoire toute personnelle, c'est que ça fait 15 ans que je la raconte et que je cessais de la considérer comme toute personnelle. Et j'ai rencontré tellement de personnes qui me disent « Je me retrouve tout à fait dans ce que tu décris. Je me retrouve dans cette espèce d'interdit de ressentir pour être sage, raisonnable, à sa place. » Alors, vous voyez, de nouveau, l'idée, ce n'est pas de critiquer les parents. Les parents craignaient qu'en connectant nos sentiments, nous soyons emportés par eux. Ils ne savaient pas qu'on ne peut pas avoir la maîtrise. Et la maîtrise, ce n'est pas le contrôle. La maîtrise, c'est l'aisance dans la conduite. C'est très différent du contrôle. Ils ne savaient pas qu'on ne peut pas acquérir la maîtrise de quelque chose qu'on ne fréquente pas. Et donc eux-mêmes, ils blindaient, quitte à partir en dépression. Alors, ils savaient seulement cette ignorance que plus nous connaissons nos sentiments, plus nous apprenons à les relier à nos besoins, à connaître donc ce qui est vivant en nous, jusqu'à notre élan de vie profond, qui est bien sûr au-delà des besoins, mais qui passe par les besoins. Et quand je dis besoin, en conscience non violente, on parle de besoin au sens de valeurs humaines, partage, écoute, entraide, compréhension, liberté, espace. Ce sont nos valeurs humaines. Il se fait que nous sommes souvent bien coupés, également de nos besoins, par une deuxième coupure. Et cette deuxième coupure qui nous fait ignorer nos propres besoins, elle est souvent amenée par une éducation très bien intentionnée. Il ne faut pas s'occuper de soi, il faut s'occuper des autres. Intention généreuse, entraide, solidarité, partage. Dans la tradition chrétienne, on parle de charité. Magnifique intention, mais effet tragiquement piégeant. Comment est-ce que je peux adéquatement m'occuper de l'autre si je ne m'occupe pas d'abord de moi? Comment est-ce que papa généreux, je peux avoir de l'attention pour le besoin d'écoute de l'autre si moi je ne m'écoute jamais, je pédale comme un fou, même si c'est dans la choucroute depuis des années? Je ne peux pas écouter l'autre. Comment comprendre la détresse du gamin qui fume des joints parce qu'il n'en peut plus, il n'a pas trouvé de sens à sa vie? Comment est-ce que je peux écouter, accompagner cette détresse-là et entrer dans son puits avec lui si moi je ne veux jamais voir ma détresse? Tout va bien. Vous l'aurez perçu? Ma capacité d'entrer avec l'autre dans sa détresse dépend de ma capacité à avoir compris la mienne. Ma capacité à comprendre le doute de mon gamin, à l'accueillir comme un moment, une saison, demande que j'ai fréquenté mes doutes et que je n'en ai plus peur. Mais bien sûr que si j'ai peur de mes propres doutes, j'ai peur des doutes du gamin, je ne veux pas les voir et tout de suite on anesthésie sous ou du Prozac. Mais nous ne sommes pas sur Terre pour faire la fortune des industries pharmaceutiques. Nous sommes sur Terre pour grandir en conscience. Et un passage à vide est peut-être une étape bien nécessaire. Un moment, une saison. Nous acceptons tout à fait les saisons à l'extérieur. Personne ne s'étonne de l'arrivée de l'automne. Nous savons que cette saison vient tout défaire et qu'elle est nécessaire. Dans nos vies psychiques, nous avons des saisons d'automne. Nous sommes tout défaits jusqu'à notre souche. Seulement, au lieu de penser aux saisons, nous disons, ça y est, il n'y a que moi qui suis dépouillé, il n'y a que moi qui vis ça. Au secours, c'est une tragédie, tout s'arrête là. Et puis quand il y a l'hiver, nous savons que cette saison est nécessaire aussi dans la vie, pour éviter les labours, supprimer les insectes excédentaires, permettre à la terre de se reposer. Mais dans nos vies, quand l'hiver arrive, on se dit catastrophe, il n'y a que moi qui vis ça, je suis tout seul, au secours, c'est perdu. Pourtant, de mémoire d'homme, il n'y a pas d'hiver qui n'ait débouché sur un printemps. Parce que tout est mouvement. Maintenant, si j'ai acquis cette conscience en m'accompagnant moi-même dans mes mouvements intérieurs, en comprenant mes besoins selon les saisons, satisfaits ou insatisfaits, eh bien, j'ai acquis cette confiance pour accueillir l'autre. Et je respecte son mouvement, sans l'inviter à être plus rapide ou plus lent, mais en le respectant dans son rythme. Mais de nouveau, comment je peux respecter l'autre dans son rythme si moi je ne me suis jamais respecté dans le mien? Alors, voilà la difficulté à franchir, dépasser cet interdit du besoin et prendre conscience que plus je me comprends, plus je m'ouvre à la compréhension de l'autre. Ceci nous permet de sortir de la dernière entrave. Faute de bien connaître nos besoins, les miens ou ceux de l'autre, je suis coincé, comme j'étais coincé avec le gamin à qui j'essaye de faire du sport. Ben non, ça ne marche pas.
Il n'y a pas de démarche utile, mon petit bonhomme, notre petit bonhomme a des jambes, c'est pour faire des démarches, c'est mettre en place des stratégies, c'est pour changer les choses. Si je suis l'employé qui entend le nom du patron et que je ne m'écoute pas, je bougonne ma vie durant et je peux me poster dans une posture de victime à perpète. Ça ne me rend pas heureux, ça ne rend pas mes proches heureux. Par contre, si je m'écoute en ayant quitté le patron en disant « au fond, je suis triste ». Je suis triste parce que j'ai besoin de travailler l'affirmation de moi, la confiance en moi. Puis je suis triste parce que j'ai besoin de mieux comprendre l'autre quand il me dit non. S'il me dit non, c'est un humain, c'est qu'il a des priorités que je n'ai peut-être pas comprises. J'ai vraiment besoin de développer cette aisance. Sinon, je vais toujours subir le non des autres en le prenant contre moi. J'en ai marre de prendre l'attitude de l'autre contre moi. J'ai besoin de comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans sa différence. Demain, je vais frapper à la porte du patron pour lui demander ce à quoi il dit oui quand il dit non. Je fais des démarches plutôt que subir. Souvent dans nos vies, nous n'exprimons pas nos besoins et nous espérons qu'ils soient satisfaits. Si tu m'aimais, tu me comprendrais. Oh la belle. Ça irait mieux quand même en le disant. Ça va sans dire. Oui, mais ça va quand même mieux en le disant. Je vous invite à voir comme nous sommes souvent très exigeants d'être complètement compris alors que nous-mêmes nous ne nous comprenons pas bien. Par rapport aux besoins ici, je pense à un couple qui vient en consultation. Et dans ce couple, c'est madame, mais rassurez-vous, madame, ça pourrait très bien être monsieur, ça s'interchange vraiment. C'est madame qui dit « Je viens vous voir parce qu'il ne comprend rien à mes besoins ». Je l'ai pris de s'asseoir et je lui dis « Madame, pourriez-vous nous dire à votre mari et moi un besoin que vous aimeriez bien qu'il comprenne ?»« Ah non, c'est mon mari tout de même. » Alors je lui dis « Madame, vous voulez dire que vous espérez que votre mari devine vos besoins sans que vous-même vous ne les formuliez ?»« Ben oui. Ça fait 35 ans qu'on est mariés, et c'est mon mari tout de même, il devrait. Hein. S'il m'aimait, il me comprendrait. » La phrase fatale. Alors je ne peux pas m'empêcher de dire, madame, ça fait pas mal d'années effectivement que vous jouez à cette devinette. Est-ce que ça vous rend la vie heureuse ? Non. Est-ce que ce ne serait pas plus facile de nommer vos besoins à monsieur, en sorte que monsieur puisse dire oui ou non ? J'ai pas de besoin, me dit-elle. Ah bon. Si vous pensez que j'étais éduqué dans l'idée que j'avais des besoins, mes parents avaient une ferme, 6 enfants, ils avaient autre chose à faire. On comprend de nouveau l'enclenchement du piège. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu le modèle de quelqu'un qui se ressource, qui comprend, qui discerne et qui fait des demandes claires. Mais voilà où on en est dans la violence subtile ordinaire. Madame attend de monsieur qu'il fasse tout le chemin vers elle. Viens vers moi, viens vers moi. Mais elle-même ne fait pas un chouïa vers elle-même. Alors, c'est quoi son langage ? C'est « tu ne m'écoutes jamais, tu n'es jamais disponible, tu n'as aucune intention pour moi, tu es un vieux facho comme tous les mecs d'ailleurs. » Madame sait dire les 4 vérités de l'autre, mais elle n'a pas appris dans son éducation à dire la vérité de ce qui se passe en elle. Mais observez, quand elle dit « tu ne m'écoutes jamais », est-ce qu'elle ne voudrait pas dire « j'ai besoin d'écoute » et au fond, moi, je ne m'écoute jamais. Tu n'es jamais disponible. Je ne suis jamais disponible pour moi-même. Je ne prends aucun temps pour moi. Tu ne m'apportes aucune attention. Je ne m'apporte aucune attention. Est-ce que ce n'est pas là l'enjeu véritable ? Alors forcément, le monsieur, il est là en face. Au début, il répondait sur le même ton. Mais c'est toi qui m'écoutes jamais. T'es comme ta mère. Non, parle pas. Ça, on fait depuis des millénaires. Et à un certain moment, il en a eu marre des reproches et des critiques. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur ? Il tire le volet de sa boutique. Srouch. Il est aux abonnés absents. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez composé. Il est dans le silence. Et c'est pour ça que madame vient. Il en a marre. Ça fait 10 ans qu'il est dans le silence. Oui, mais il se sent toujours disqualifié, reproché. Il rentre dans sa coquille, dans sa caverne. Alors, comment est-ce qu'on sort de ça ? On sort de ça en discernant et en nommant. Est-ce que ce serait pas plus simple que madame puisse dire « Tu sais, je suis triste. Depuis une dizaine d'années, on ne se parle plus beaucoup. J'aurais tellement besoin de retrouver le lien qu'on avait plus jeune. Un lien de partage, d'échange. Et je réalise que j'ai pu t'exprimer mes amertumes un peu en jugement. Maintenant, je voudrais t'exprimer mes désaccords en t'indiquant mes besoins. Et au fond de mes besoins, ce serait qu'on prenne du temps à nous deux. Et quand je te dis « Tu ne t'occupes jamais de moi, tu ne m'écoutes jamais », au fond, je cherche à te dire « Je t'aime encore tellement et j'aimerais tellement faire des choses à nous deux, rien que d'aller à nous deux, faire les courses main dans la main comme on faisait avant. C'est ça qui me ferait plaisir. » Qu'est-ce qui a des chances d'arriver dans le cœur de l'autre ? Tu ne m'avais jamais dit ça, que tu m'aimais. Tu m'aimes encore ? Je pensais que tu me détestais.
Ah, c'est de l'amour. Mais c'est vrai que j'ai du mal quand tu me dis « tu ne m'écoutes jamais, t'es comme tous les mecs, tous des fachos ». Ah, j'ai du mal à croire que tu m'aimes, mais quand tu me dis « je t'aime et c'est pour ça que j'aurais besoin d'attention et c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse des choses ensemble » et ce qui serait le plus simple encore, c'est qu'on puisse aller faire des courses main dans la main, moi ça me touche, parce que j'ai aussi besoin de sortir de cette guéguerre et de retrouver du lien avec toi. Je sens tellement profondément ça, mais je suis comme dans une incapacité, tu vois. Je suis tétanisé quand tu me critiques, je sais plus les mots, je me sens comme un petit garçon devant une maman, je me sens grondé, je vais dans mon coin. Puis j'attends que ça passe, et puis ça passe pas. Alors, moi aussi j'ai besoin de retrouver une meilleure relation. J'ai besoin de croire que c'est possible, j'ai besoin qu'on change. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'ouverture dans le discernement et dans la capacité d'être vrai, de dire et d'écouter? Est-ce qu'il y a pas plus de chances que ce couple se rabiboche si chacun nomme ses besoins en faisant des demandes? Moi, j'aimerais plus d'intimité. Et la demande, c'est tout simple. C'est aller main dans la main faire les courses ensemble. Pas compliqué, hein? Faire une demande concrète. Attention à la démarche ici, mon petit bonhomme, à des jambes. Parce que si je ne fais pas une demande concrète ou une démarche concrète, le risque, c'est que mon besoin soit menaçant. J'ai besoin que tu m'aimes. Oh! L'autre, il se dit, oh là là, je ne peux pas compenser 60 ans de désamour, hein? Déjà que ça allait pas trop avec son père, mais moi je peux pas combler tout ça. Donc je reste derrière mon grillage. Motus. Ça fait trop peur. Mais si l'autre nuance en disant, bien sûr j'ai besoin d'être aimé, c'est sûr, mais c'est plus de la complicité avec toi, du partage. Alors concrètement, c'est aussi simple que d'aller se promener main dans la main, tu vois, de temps en temps. Ah, ça c'est négociable. Vous pensez que nous sommes souvent piégés par la difficulté à faire une demande claire? Combien de mamans n'appellent pas à l'aide le soir au moment du repas? Les enfants, j'ai besoin d'aide. Le gamin se dit, ça y est, il va falloir peler les patates, vider le lave-vaisselle, mettre... Je suis aux abonnés absents. Une demande concrète. J'ai besoin d'aide. Louis, pourrais-tu vider le lave-vaisselle? Juliette, pourrais-tu dresser le couvert? Et Paul, peux-tu peler les carottes? Le gamin peut se dire, tiens, ça, c'est une tâche de 5-6 minutes. Ok, c'est gérable. Soyons concrets, soyons précis, faisons des demandes, ça change complètement. Sinon, le besoin paraît beaucoup trop terrible. Si l'employé arrive en disant « Patron, j'ai besoin de reconnaissance !» Patron, là, mais vous n'êtes pas du tout au bon endroit, hein, allez voir un psy. Hein. Ce sera beaucoup plus agréable pour le patron qu'elle dise « J'aurais besoin de reconnaissance pour mon travail, les efforts que j'ai faits et le bon résultat qu'on a obtenu là, et je voudrais savoir si vous êtes d'accord de me faire une petite augmentation. » Allez, 15%, ça vous irait? Soyez concrets, voyez. Voilà quelques clés pour apprendre à mieux fréquenter nos sentiments et apprendre à fonctionner comme un être à part entière. Pas juste un mental comme une tour de contrôle qui commande tout le bazar. Non seulement nos vies individuelles sont saccagées par ça, mais nos vies collectives, regardez comme nous fonctionnons dans un système mental, cartésien, extérieur, qui trouve des solutions par l'extérieur, plutôt que de rencontrer ce qui est vivant dans nos élans, dans nos besoins. J'étais frappé de voir en 2005, quand il y a eu des émeutes dans les banlieues de Paris, les gens qui brûlaient tout, même la voiture de l'épicier chez qui ils vont, enfin dans cette espèce de folie. Que de souffrance, que d'amertume accumulée dans des cocottes minutes qui tout d'un coup explosent. Et que font les gouvernants? Les gouvernants votent des budgets pour mettre des prisons. Au lieu de se dire, attends, une société qui génère ça, ça mérite peut-être qu'on la remette en question. On a besoin de requalifier le sens, requalifier les priorités, la façon de traiter tout le monde. Est-ce que chacun a sa place? Est-ce que chacun se sent écouté? Au lieu d'aller vers l'être, on est dans le faire. On refait des prisons. Et c'est souvent comme ça. Un gamin me racontait qu'il reçoit un cours en France d'éducation sexuelle, de prévention du sida. On leur apprend en classe à faire passer un préservatif sur une petite poupée en plastique. On est dans le faire, se protéger, attention le risque. On n'est pas dans l'être, apprendre le respect de soi, apprendre le respect de l'autre, apprendre l'écoute, apprendre la compréhension du sens de la procréation et la beauté de la relation sexuelle, en voir la poésie, la richesse, l'émerveillement. S'éveiller à la présence à soi, à la présence à l'autre, à la présence à la vie qui circule en nous. Ah non, la capote ça se met comme ceci, pauvre. Mais mon Dieu, quel abrutissement!
voyez, je pense que c'est précieux pour chacun d'entre nous de revisiter sa connexion à soi. Si nous voulons que le monde change, ça ne va pas changer par l'extérieur. De nouveau, ça ne peut changer que par l'intérieur, en nous impliquant de façon citoyenne. J'en termine avec une image. J'ai encore 5 minutes? Vous êtes encore là? 5 minutes, ça va? Ça n'est pas trop long? 10? Oh, mais merci. Une image pour mettre les deux personnages en rapport. Je dessine 2 petits bonshommes, tout aussi gracieusement que le premier, vous voyez. Voilà. Ceci pour montrer un peu la relation. La plupart du temps, l'autre en face de nous est aussi dans sa tête, dans son mental, un peu coupé de ses sentiments, coupé de ses besoins. Et donc les enjeux sont souvent des conversations en ping-pong. J'ai raison parce que tac, 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 t'as tort parce que tac, tac, tac. C'est plutôt des rafales de mitraillettes. Je tente de déloger l'autre de sa position. On est dans l'artillerie, pas dans la rencontre. On prétend avoir raison. Ça ne nous rend pas vraiment heureux. C'est souvent parce qu'on est dans un rapport de force, ou de façade en tout cas. Je propose de dessiner 2 petites façades. Et là, pour ceux qui sont loin, qui voient moins, je dessine un tipi, ou une tente de bédouin. Et puis à côté, je dessine donc une façade très modeste, d'abord le tipi, sans doute la plus modeste que nous ayons. Et puis à côté, je dessine une façade qui en impose un peu, un donjon. Quelque chose qui en impose. Voilà. Si je reste en façade, en prenant le peu que j'ai vu pour toute la réalité, une vision immédiate, courte, l'autre est mon patron, c'est sa position, ça m'impressionne, je suis piégé par cette façade, il ne me donne pas mon augmentation, c'est donc un imbécile qui n'a rien compris, tous des fachos. Si mon employé bougonne et que je reste dans la façade, je dis, mon Dieu, elle a ça le caractère, celle-là, elle ne va pas faire long feu chez nous. Poum. Mais je peux aussi m'entretenir dans un rapport de façade en disant, mon fils, tant que tu es à la maison, tu vas à l'école, sinon je te fous dehors. Tu exécutes les ordres. Je caricature un peu. Mais... Et puis je peux dire, mon père, c'est un vieux réactionnaire, c'est vraiment un vieux facho, j'ai plus envie d'habiter chez lui. Bon, ça c'est la façade, vous voyez, c'est le risque. Derrière tout ça, on l'a vu, il y a des besoins. Le patron a besoin de sécurité, de stabilité, de continuité. L'employé a besoin de reconnaissance, d'encouragement, de valorisation de son travail. Les besoins, finalement, sont assez semblables. Le gamin a besoin de retrouver confiance en soi, de travailler le sens de la vie et d'apprivoiser le fait que la peur fait partie de la vie. Le papa, il a aussi besoin de ça dans sa propre existence. Nos besoins nous rassemblent, alors que nos idées, nos jugements nous séparent. Sur le dessin, je propose de voir que pour qu'il y ait de la vie derrière une façade, qu'elle soit modeste ou qu'elle soit costaude, il faut de l'eau sur notre planète, pas de vie sans eau, par hypothèse ou par métaphore. Plutôt, je descends le puits qui permet à la vie d'alimenter la tente du bédouin, ou le donjon sur la colline. Et puis, je constate que c'est partout la même eau qui permet à la vie d'exister. C'est un même besoin. Que je sois modestement balayeur dans une ruelle du 12e arrondissement, ou que je sois star du showbiz avec mon nom dans tous les journaux, que je sois aborigène dans la vie d'Australie, dans la forêt d'Australie, ou que je sois PDG d'une multinationale, j'ai besoin d'appartenance, de reliance, de proximité. J'ai besoin d'affirmation, de réalisation, d'accomplissement. J'ai besoin d'échange, de douceur, de tendresse, mais j'ai besoin de rêver, de poétiser. J'ai besoin d'aimer, d'être aimé, et j'ai besoin de sens. Je ne peux pas sans. Partout où vous verrez la face d'un être humain, vous pouvez vous dire, il cherche à satisfaire des besoins. Ce qui nous divise, ce n'est pas ses besoins, j'ai les mêmes. Ce qui nous divise, c'est peut-être ses stratégies, ses démarches, sa façon de prendre soin de ses besoins. Je vous donne un exemple tout de suite. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se relier au-delà. Quand ma petite fille veut jouer, je tente de comprendre. Donc tu es tout excité, tu as besoin de jouer, de me montrer comment les jouets fonctionnent, tu es contente que je joue avec toi, je me relie à l'autre. Mais j'ai cessé d'être gentil sans démissionner de moi, je me relie à moi. En même temps, je suis préoccupé parce que j'ai besoin d'une certaine qualité de vie et le sommeil en fait partie. Es-tu d'accord d'aller dormir? Et on cherche, vous voyez, un mouvement d'infini qui permet la rencontre au niveau de la nappe phréatique des besoins, ce qui nous rassemble. Je ne dis pas que ça marche toujours, évidemment, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est un processus, ça se travaille. Ce que je vous invite à voir, c'est que la qualité d'intention, quand je tente de rejoindre l'autre à ce niveau-là, sans le diriger, est telle que très souvent ça fait des déclenchements qui sont surprenants, au-delà de ce que nous pouvons programmer.
J'en termine avec un exemple. Un exemple vivant, tiré de ma pratique avec les jeunes de la rue il y a une vingtaine d'années. Parmi les jeunes dont nous nous occupions, il y a Joël. Joël a 17 ans. Joël est un jeune homme élevé dans la rue, enfin, des institutions, plusieurs fugues, la rue, puis les institutions. Bon. Et Joël vole des mobylettes. Mais Joël ne vole pas 2-3 mobylettes pour s'assurer simplement de quoi vivre. Son joint, son bac de bière et son jeans. Non, Joël vole jusqu'à 15 mobylettes par jour. Il est addict au vol de mobylettes, c'est surprenant. Alors inévitablement, comme il vole ses mobylettes, pas par hasard en banlieue, mais il les vole à la grande place de Bruxelles, là où il y a tous les touristes, et bien sûr un commissariat juste à côté avec la police qui surveille que tout se passe bien au centre-ville de Bruxelles. Alors forcément, il se fait choper, comme on dit, et il fait sa première peine de prison, 3 mois. À l'issue des 3 mois, on est tous impatients, et moi particulièrement, je dis, mais qu'est-ce qui fonctionne dans le cœur de Joël? Et alors je vais à la réunion du soir, après mon travail de juriste, une réunion de préparation de week-end avec les gamins, et je prends Joël d'un côté, je dis, Joël, qu'est-ce qui fait que t'en piques autant? Et à l'époque, je n'ai pas les outils de discernement pour comprendre son besoin, j'essaye de faire juste un calcul logique, mental. Je dis, et si t'en piquais 2 ou 3, ce ne serait pas assez, hein? Mettons de côté les jugements de valeur. Hein? Et il me dit, mais évidemment, avec 2 ou 3, j'ai plus qu'assez pour vivre, tu penses. Moi, à part un jeans, un bac de bière, mes copains, hein, c'est pas pour ça que je pique des mobylettes. Moi, je pique des mobylettes parce que je trouve que la vie d'adulte est plate. Vous avez l'air de vous ennuyer, vous êtes tout gris, vous courez à toute vitesse, vous faites des infarctus, vous devenez obèse. Moi, j'ai pas envie de ça. Regarde, toi, t'as l'air d'un huissier de justice, j'étais en costard-cravate, hein. J'ai pas envie de ça, moi. Quand je rentre dans ma banlieue, que je prends un café chez ma mère dans son petit appartement, dans sa tour, j'ai pas fini ma tasse de café, qu'elle a déjà passé l'éponge qui sent l'eau de Javel, tout est clean, nickel, moi, ça m'emmerde. Moi, j'ai besoin, me dit-il, que la vie soit palpitante, grisante, stimulante. J'ai besoin de sentir que la vie circule en moi. Et alors, je peux te dire que quand je pique une mobilette et que j'ai le pimpon feu bleu derrière, je me sens vivant. Mais aussi, j'ai besoin de partager. J'ai besoin de partager avec mes copains. Les mobylettes, ça rapporte de l'argent. Alors, on a un dealer qui les vend, on a de l'argent, on fait la fête, on achète des joints, des bacs de bière. Et dans le squat où on habite, c'est vraiment un moment de retrouvailles et de chaleur humaine auquel je tiens. Alors, je ne suis pas d'accord avec la façade du comportement de Joël. Quand il pique des mobylettes, ce que je vois ne correspond pas à mes besoins de respect du bien d'autrui. En plus, à l'époque, je suis avocat, ça ne correspond pas non plus à mon souhait que la loi qui protège les biens de chacun soit respectée, c'est sûr. Mais quand je descends dans la nappe phréatique et que je demande à Joël comment il se sent et quels sont ses besoins, et que Joël me dit « j'ai besoin que la vie soit palpitante, qu'elle soit grisante, que je me sente bien au centre de moi-même, j'ai besoin de sentir que je vais faire quelque chose, et puis que je partage, que je fais la fête et qu'il y a de la chaleur humaine autour de moi », je vous pose la question, est-ce que vous pouvez vivre sans ça? Moi pas. Pas un instant. Ça, c'est les ingrédients de ma vie. Par chance, j'ai eu des parents qui m'ont donné un certain modèle, qui m'ont dit, regarde, bien sûr, partager, échanger, trouver du sens dans sa vie, c'est nécessaire et on va faire comme ceci. J'ai eu, comme l'évoque Guy dans une de ses conférences, j'ai eu un modèle pour apprendre à faire des bons coups. Mais si je n'ai pas appris à faire des bons coups, eh ben, je fais des mauvais coups. Ça me permet d'exister, c'est une identité assez négative, mais c'est quand même une identité. Vous voyez, je vous invite à voir que Joël, qui cherche du sens à sa vie, sentir qu'il appartient, qu'il est en cohésion avec d'autres et qu'il sent la vie palpitante, prendre Joël et le mettre dans un cachot pour dire comme ça, t'es bien puni, tu vas bien comprendre et puis tu seras bien sage. Est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque par rapport au véritable enjeu? Je ne dis pas qu'il n'y a pas à sanctionner pour dire attention, le comportement contrevient à des valeurs sociales, bien sûr. Mais en proposant un modèle, en disant on comprend bien que tu as besoin d'appartenance, de reliance, de chaleur humaine, et de sentir que la vie est palpitante. Nous avons, nous adultes, les mêmes besoins, et nous en témoignons par notre façon d'être. C'est ça le modèle du monde. Quand on regarde la télévision, les gens harassés, costumes gris, obèses ou en infarctus, on n'a pas un modèle très réjouissant. Que voulez-vous? Il y a de quoi se rebeller. Alors je nous invite à voir que peut-être proposer une autre façon d'être au monde pour témoigner qu'on peut vivre avec plus d'élan, plus de joie, ce serait peut-être plus didactique que de punir. De nouveau. Voilà quelques clés que je voulais partager avec vous sur comment être vrai. Et vous aurez, je l'imagine, perçu que ça va au-delà de simplement être vrai dans le langage. Ça demande vraiment de revisiter nos conditionnements pour apprendre à être vrai avec l'élan de vie qui nous habite, en sorte que nous puissions en être profondément généreux pour nos communautés. Merci beaucoup.